18h, 19h. Radio Shalom Besançon, 99.5. Et sur www.radioshalombesançon.com. Émission. Bon, je sais pas si vous m'avez entendu. En fait, oui, bonsoir. J'avais mis mon micro alors que c'était le tien que je devais mettre, Fred, excuse-moi. Bon, bah, tu passeras à la compta chercher ton chèque. Hein. C'est des gros chèques ici. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. Eh ben, on est là, il y a Thomas qui est là, il y a Fred, il y a Roland Courceau qui est là ce soir, ça nous fait vraiment plaisir. Ça va bien ? Ça va et toi ? Nickel, parfait. Tout le monde va bien malgré la pluie ? Alors juste, Ronan, faut essayer de parler dans le micro si c'est possible, parce qu'on t'entend pas trop. Bon, on va régler tous ces petits soucis techniques, pardon. Eh ben, ce soir, on va parler football, handball, basket, un peu de tous les sports. Avec le golf, oui, peut-être pas. Je suis pas encore super au golf. Faut que je m'entraîne. On va parler Ligue des Champions, bien évidemment. Hein. Vous savez qu'il y a des gros matchs qui arrivent cette semaine avec un fameux Paris Saint-Germain-Barcelone, n'est-ce pas, Thomas ? Oui, alors malheureusement, je vais pas pouvoir voir le match. Non. Si, il y a une soirée au campus. Le campus a un incroyable talent. Je vais aller voir ça, ça va être sympa. J'ai entendu ça ce matin. J'espère que que le Barça ne fera pas l'exploit. Sinon, je serais vraiment déçu de manquer ça. Le but, c'est de 5 buts. Qui remonte 5 buts. Il faut qu'il remonte. Voilà, 5 buts pour se qualifier. Et à Barcelone, apparemment, on y croit beaucoup. Bah, c'est normal hein, quand on joue une compétition. Quand on va pour jouer un match comme ça face au Paris Saint-Germain, il faut y croire, sinon il faut rester chez soi, n'est-ce pas ? Allez, on va parler de la Ligue des Champions justement avec le beau jingle, on aime bien celui-là. Ah, c'est une belle musique, hein, Ronan. Très belle musique, ça fait des frissons. Ah, elle est sympa cette musique. J'ai déjà entendu moi au Parc des Princes. Hein. C'était il y a quelques années quand même, face à Galatasaray. Bon, tu me diras, ça avait mal fini dans le stade. Hein. Il n'y avait pas Oleta, non, à cette époque-là ? Je crois qu'il y avait Paoletta. Oui. Ouais, il me semble qu'il y avait Paoletta. Il y avait aussi Tafarel, champion du monde brésilien, qui jouait du côté de Galatasaray. Mais bon, ça s'était battu dans les tribunes. Donc c'est un match qui avait été interrompu pendant plus de 20 minutes. Hein. Et Paris avait gagné 2-0. Mais bon, c'est un match qui comptait pour l'honneur. Mais c'était sympa, hein, avec la musique et tout. C'était quand même assez sympathique. Allez, on va parler justement des matchs ce mercredi 8 mars. À partir de 20h45, il y aura Borussia Dortmund-Benfica. Il y aura aussi le FC Barcelone qui recevra le Paris Saint-Germain. Mais ce mardi, il y aura d'autres matchs avant ça. Il y aura Arsenal-Bayern Munich. Bon, Arsenal aussi. Pour Arsenal, il faut 5-1. C'est vrai. Ça va être très compliqué. Ils ont perdu contre Liverpool ce week-end, Arsenal en plus. Oui, ça va être très compliqué. Et ensuite, il y aura aussi Naples, Real de Madrid. Et puis les autres matchs, ça sera la semaine prochaine. Le mercredi Monaco. 15 mars, Monaco qui recevra Manchester City. On peut quand même souligner que pour moi, les deux meilleurs matchs, même si c'est deux équipes françaises, moi je trouve que les deux meilleurs matchs ont été Paris-Barcelone et puis Manchester City-Monaco. Hein, parce que franchement, ce match était assez exceptionnel. Et on en reverra encore en Ligue 1 que Monaco a encore réalisé un gros carton. Mais bon, on sait que c'est une des meilleures attaques européennes. Alors Thomas, un petit mot sur Barcelone. Tu sens que Barcelone peut remonter ? Alors j'y croyais pas, hein. Enfin j'y crois toujours moyennement, mais j'y croyais pas au vu du match aller. Et puis là, au vu des derniers matchs du Barça, alors je vais rechercher les résultats qu'ils ont fait pour pas vous dire de bêtises. Ils ont gagné 5-0, oui. Ce week-end. Voilà, et puis même le match avant, ils avaient gagné 6-1, je crois, si je me trompe pas. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc 25e journée, le Barça avait gagné 6-1 contre le Sporting Gijón. Donc ok, c'est pas des équipes du calibre du PSG, c'est des équipes de moindre qualité, mais l'envie est là. Ils ont pris qu'un but alors qu'ils en ont mis 11, ce qui est quand même pas mal. Donc si sur la même lancée ils remettent un 5-0,
au PSG, ce qui est tout à fait possible en fait, pas au vu du match aller, mais au vu de la qualité des deux équipes, comme ils peuvent se reprendre 5-0 encore une fois, le C'est sûr Barça. que si Paris marque un but, bon après le Voilà. match Ça est risque d'être plié. compliqué, mais Le Donc- match va être plié. au Camp Nou, on sait jamais. Alors, C'est- tu peux C'est vrai. essayer de parler plus dans le micro Pardon. parce que je te mets à fond et Au Camp Nou, on sait jamais. C'est vraiment l'équipe qui peut faire la remontée. Je vois pas d'autres équipes à part le Bayern remonter Oui. 5 buts. c'est ça. Oui, c'est pareil. À part ils ont le Bayern, j'en vois pas d'autres. Ils ont préparé un tifo géant au Camp Nou, là, 80 000 drapeaux. Ça va être énorme. Ça va vraiment être le 12e joueur, je pense, le public mercredi soir. Bon, après, je pense que s'ils veulent marquer 5 buts, je pense que dans les 20-25 premières minutes, il faut déjà qu'il y ait 2-0. Ouais, 2-0, ouais, À ouais. mon avis. S'il n'y a pas 2-0 au bout de 20-25 minutes, Ouais. je pense qu'après, ça Pour va faire être. douter, Oui, mm. ça va être compliqué. 5 buts Et sans après, s'en prendre un, ça va être difficile quand même. Oui, oui. Bah, après, Paris peut marquer. Paris l'a prouvé au match Si aller. Paris marque, c'est carrément fini pour quasiment fini pour le Barça autrement. Puis, Paris fasse le même match pour. oui, c'est dans l'envie, dans la combativité. Et bah, il faut, voilà, quand tu as une équipe de Barcelone en face, il ne faut pas les laisser jouer. Il faut aller dessus. Et ça, ça vaut dans tous les sports. Hein. Si tu laisses gagner les duels, hein, c'est aller au combat. Si tu laisses l'adversaire gagner les duels, tu as quand même peu de chances de t'en sortir dans toutes les rencontres. Hein. Imaginez la déception de Paris s'ils se font éliminer après avoir fait le match aller qu'ils ont fait, après être passé aussi près du but. Et ça, bon, l'équipe parisienne, elle est quand même plus expérimentée que ces dernières années. Donc normalement, elle devrait mieux gérer ce match retour qu'elle n'avait géré les matchs retour par les années précédentes. Contre City, Contre Chelsea. Chelsea, je me souviens Mm. notamment. Donc normalement, c'est une équipe de Paris avec plus d'expérience qui devrait finir le travail, mais aussi près du but, la crispation Ça peut se- faire que Ça sera encore pire, je pense, ça sera- d'être éliminé maintenant. ça serait encore pire. Ouais, ça Oui, serait puis encore après, pire. pour se relancer en championnat, bonjour. Hein. Surtout Parce que que- Monaco, en ce moment, ça Oui, carbure, Monaco, même Nice, ça- suit. Ça cartonne, mais c'est vrai qu'avec Unai Emery, il a l'expérience, donc je pense qu'il va préparer bien son équipe et c'est comme si il y avait 0-0. voilà, Tout est à refaire et je pense quand même que Paris, je pense que Paris va s'en sortir. Et Ce sera plus compliqué pour Monaco la semaine prochaine à City, contre City. Oh, mais- bah oui, ça sera plus compliqué Moi, que je pense Paris. que Monaco est capable de battre City Ils à la sont maison, mais Largement, oui. Faut déjà qu'ils gagnent contre Bordeaux samedi déjà, Monaco. Donc, oui, mais bon, c'est faisable dans tous les cas. Et donc le match Barça-PSG verra s'affronter les deux meilleurs buteurs au niveau européen C'est que vrai. sont Cavani, Cavani et et Messi. et Messi, bien sûr. C'est l'équipe qui publiait ce matin le classement. C'est Cavani qui est premier buteur européen avec 27 buts en 26 matchs. Ça fait plus d'un but par match. C'est vrai. Et Il est- Messi n'est qu'à un but par match. 23 buts en 23 L'homme matchs. qu'on surnommait les pieds carrés un peu Edinson Cavani, hein, mais Ouais. c'est surtout parce qu'avant tout, si on compare à Ibra, lui, il défendait jamais dans le match, hein, Voilà. rarement. Ouais. Que Cavani, lui, il revenait tout le temps défendre. Donc forcément, après, devant le but, je pense qu'il avait un peu moins de lucidité et il ratait des ballons faciles. Que cette année, moi, je trouve qu'il a progressé. Il a repris Et, son comme niveau. Tu disais, il a repris son niveau et ça devient vraiment un joueur très très important et il est capable de marquer dans toutes les positions. En tout cas, on verra, on l'espère pour Paris, qui marquera à Barcelone. Vous Mais l'espérez, vous Paris- l'espérez. Paris est capable de marquer plusieurs buts. Ouais. Surtout ils En partent contre, vite en faut- contre. Ils peuvent jouer en contre, Paris. Oui, ouais, parce que avec, Paris va attendre un petit peu, ou alors Paris va jouer, puis va aller vraiment au contact de cette équipe de Barcelone. On va voir comment Unai Emery a préparé, mais bon, je pense que dans la culture d'Unai Emery, c'est d'aller de l'avant, de jouer, donc je pense pas qu'ils vont rester attentistes derrière. Tout est possible. Ça peut être un match crispé 0-0, 1-1. Ça Après, peut être un carton de chaque côté aussi. de toute façon, il faut que le Barça il joue et puis Ah bah, ça va ils aillent pousser, tout de suite de l'avant. Il faut Ouais. qu'ils poussent tout de suite s'ils Ouais. veulent au moins, parce que ça en marquer 5, marquer 5 face à Alaves, Sporting Riron, même si on a du respect pour ces équipes, mais voilà, en face c'est quand même Paris, il y a quand même des grands joueurs, c'est des grands joueurs dans les deux clubs, et puis dans les années à venir, c'est vrai qu'à Paris, il risque d'y avoir encore des grands joueurs, parce qu'il y a des moyens, tout Ah, simplement. t'es au courant que Messi va signer à Paris la saison prochaine? Je sais pas, mais apparemment, c'est... Hein? Je sais pas s'il finira à Barcelone. c'est fort Franchement, possible. c'est... Hein. On ne Oui, sait pas. c'est sait pas. c'est largement possible, Ouais, on sait pas. malheureusement. On sait que voilà, les Comme à dirigeants... SNCF, c'est possible. On sait que les dirigeants du club ont pris des contacts, notamment Patrick Kluivert, avec le père de Messi. Donc après, c'est les moyens financiers qui feront peut-être la différence. Mais... Après, ça peut être fort possible, mais. Ou alors J'aimerais bien Messi, PSG, moi, je ou alors dirais. Messi se sert de ça pour faire monter les enchères. Oui, Peut-être. de toute façon, ça c'est vrai. Mais je Messi n'a probablement de toute façon pas pris sa décision, Oui. mais dans le doute, il fait monter les Ce qui enchères. serait bien, c'est qu'il emmène Suarez et Neymar avec. Il peut emmener Neymar, ça me dérange pas. Ils pourront peut-être pas acheter, Mais acheter c'est tout le monde non plus. Ce hein. serait pas mal aussi. Ils pourront peut-être pas acheter tout le monde. Si, ils peuvent, justement, ils peuvent.
Je pense pas qu'il partirait de Barcelone pour moi. Pour moi, c'est un Neymar joueur qui va rester toute sa carrière. Messi Messi. à Barcelone. Je sais pas. pense, comme Je sais Totti pas, à moi, AS Rome. Moi, je pense qu'il s'est posé la question quand ils ont perdu 4-0. Il avait la tête. Je pense qu'il s'est posé la question à ce moment-là, peut-être. Parce que le Barcelone, voilà, avec Iniesta qui vieillit, hein, comme tout le monde, même s'il est encore jeune, je veux dire, qui commence à vieillir un petit peu. L'équipe vieillit aussi, hein, elle avance dans les années également. Bon, peut-être qu'il va se poser la question à un moment donné. C'est vrai qu'il est attaché à Barcelone, c'est normal. Mais voilà, dans le foot, on sait que tout va vite. Il y a encore de Tout va bonnes vite. années derrière lui au Barça, moi je dirais aussi. Devant Je sais lui, pas. donc. Oui, devant lui, parce que c'est derrière. Il y en a eu c'est derrière fini. lui, mais on a Mais devant il a lui tellement encore. vite Oui. qu'il se retourne vite. donc. Oui, c'est vrai. Ça. Après qu'il va vite, il peut se retourner vite. Allez, ben on va refermer cette page Sans Ligue des transition, la Champions. Ligue 1. Eh oui, on va parler de la Ligue 1, le championnat où il y a des buts cette saison. On voit plus, il n'y a pas de buts en Ligue 1, il y a quand même beaucoup de buts cette saison. Ah oui, c'est vrai. Et on va en parler juste maintenant, après le beau jingle. Allez, on va parler de cette 28e journée de Ligue 1. Bon, vous avez suivi un peu, messieurs, la journée de Ligue 1? Tout à fait, comme d'habitude. Oui, Ah bah, c'est parfait. Alors. à part celle Bon. de samedi, donc vu que j'étais à Ornans. Donc... Ah oui, c'est vrai, bah, tu me parleras de ce match tout à l'heure avant qu'on reçoive l'entraîneur J'y du suis à club deuxième byzantin. mi-temps samedi au moins. La deuxième mi-temps d'Ornans. Tu t'es endormi. Non, la deuxième Ornans mi-temps Racing du multiplex parce que je suis Ah, arrivé à d'accord. 9h. Donc, T'es arrivé juste à temps. Ouais. Eh ben, ça a commencé dès ce vendredi avec Bordeaux-Lyon, avec un match nul, avec un but inscrit dès le premier quart d'heure de jeu, à la 16e minute de jeu, par Valentin Vada du côté de Bordeaux. Et c'est Emmanuel Mamana, non, je pense que je l'ai bien dit, Mamana, à la 79e minute de jeu qui égalise pour cette équipe lyonnaise. Bah, c'était un bon match nul, un but partout. Moi, je trouvais que c'était vraiment une belle rencontre. Belle rencontre entre le 4e et le 5e. C'est ça. On peut dire qu'après ce match, Lyon a perdu la possibilité d'être sur le podium pour moi. Oui, puis c'est vrai qu'il y a un écart de points maintenant assez conséquent. Maintenant, ils vont se battre. Il y a plusieurs équipes qui vont se battre au classement pour l'Europa League. Ça va être sympathique aussi. C'est vrai une belle fin de saison pour le championnat français, aussi bien en tête pour les places européennes que pour la descente. Donc là, l'arbitrage a intérêt à être au niveau hein, parce que ça va chauffer sur les bancs. Et ben justement, on va entendre la réaction de Cédric Carasso, qui lui est fier de son équipe en ce moment. Et puis Bruno Genesio qui lui, il regrette beaucoup les déchets techniques de son équipe lors de cette rencontre. Non, il y a de la satisfaction parce qu'on a livré un bon match. Je pense qu'on a fait plaisir à tout le monde ce soir en montrant ce qu'on savait faire depuis un petit moment. Après, c'est des matchs compliqués. Lyon nous a mis sous pression pendant beaucoup de temps pendant ce match et c'est vrai qu'ils étaient en pleine forme aussi. Donc c'est pas évident. On ouvre le score, c'est une bonne chose. Après, on fait pas le break et on subit tout le long. Donc voilà. Après, il y a un coup de pied arrêté. Ça fait partie du foot. Ils sont montés à 7, je crois, sur ce coup-là. Et voilà, c'est bien joué. Mais après, on va dire que sur l'ensemble du match, c'est cohérent par rapport à ce que l'on propose ces derniers temps. Oui, c'est comme tout. Après, il paraît que Valentin est hors jeu sur le but. Il y a un penalty peut-être pour nous. Je sais pas s'il y a faute à la fin sur le coup franc où Lyon marque. Ça fait partie du football. Et je veux dire, c'est pas, voilà, c'est comme ça. On peut pas, c'est jamais parfait. Mais voilà, c'est sûr qu'on aurait aimé tenir le résultat. Après, Lyon a tout donné aussi pour revenir, nous a mis beaucoup sous pression, mais il y a pas de. On est quand même fiers du visage qu'on montre en ce moment. Parce qu'on était venu ici pour l'emporter, pour prendre les 3 points, donc c'est une déception. Maintenant sur l'ensemble du match, je pense que c'est un nul qui est assez logique. Parce que je pense qu'il y avait une équipe en face plus solide que celle qu'on avait rencontrée jusqu'à maintenant. Et puis aussi parce qu'on a été, je pense, moins efficace, moins bon techniquement dans les derniers gestes, dans les avant-dernières passes. Voilà. On verra les résultats de ce week-end. Et tant que mathématiquement il sera envisageable, on y croira jusqu'au bout. Parce que
on est professionnels et qu'on est des compétiteurs. Voilà, donc ce soir, on espérait prendre les 3 points justement pour rester toujours le plus proche possible du podium, même si on a quelques points de retard. Voilà, on a réussi à en prendre qu'un, donc on suivra avec attention les résultats du week-end. Ouais, ils nous ont contré. Ce qui nous a manqué, c'est la justesse technique, je pense, parce qu'on a réussi à s'approcher des 20 derniers mètres et après, il nous a manqué plus de qualité technique, plus de justesse technique pour faire les bons choix et se procurer plus d'occasions qu'on a pu en avoir. Donc là, Bruno Genesio, c'est d'ailleurs l'avant-dernier entraîneur de Besançon viré, avant Isabelle, donc la semaine dernière. C'est vrai, t'as entièrement raison. Oui, C'est vrai, c'est ça. C'est le dernier entraîneur, voilà, après Michael Isabé. Donc Isabelle sera entraîneur de Lyon bientôt, c'est ça? Je lui souhaite. Après, ça risque d'être compliqué parce qu'il y a déjà du monde. Hein. Lyon, c'est le président Jean-Michel Aulas, donc c'est vrai qu'il préfère lui souvent prendre les gens en interne, comme Bruno Genesio qui était à la formation et qui est maintenant qui dirige l'équipe première. Comme Juninho, pourquoi pas, Juninho. Juninho. Oui, c'est vrai, c'est tous des anciens joueurs qui sont dans l'encadrement du club également, qui sont sur une autre chaîne aussi, mais qui sont aussi autour et proches de Lyon. Et c'est ça aussi la force de Lyon, c'est que les joueurs, les anciens joueurs restent quand même toujours attachés à ce club. Et c'est aussi une façon de rester dans l'enceinte du club et de garder aussi l'âme du club. Je pense, moi, c'est une véritable institution, quoi. Lyon. Exactement. C'est une famille. Exactement. Allez, on passe, justement, on parlait de Paris Saint-Germain tout à l'heure. Il y avait un match samedi à 17h, Paris Saint-Germain-Nancy. Alors, on va dire que ce match a été compliqué pour les Parisiens. Ils s'imposent tout juste 1-0, un but de Cavani à la 80e sur penalty. Mais avant, Nancy a une grosse occasion avec ce double poteau. Moi, j'ai vu ça au BFC la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus. Poteau rentrant sur le temps. Les 2 poteaux, pareil, ça a longé la ligne, ça a sorti de l'autre côté. J'avais jamais vu ça en football, c'est quand même assez exceptionnel. Là, le joueur se tenait la tête, il n'avait plus qu'à rentrer chez lui, monter dans le car, c'était fini, parce que je pense qu'après ça, tu ne marques plus de la soirée. Mais non, c'était un match compliqué pour Paris. Peut-être que les joueurs. Ils avaient la tête à mercredi pour Barcelone. Oui, c'est vrai qu'Unai Emery avait fait tourner un petit peu. Donc, oui, c'est sûr, je pense que les joueurs avaient plus la tête à Barcelone. On va écouter justement la réaction de Marco Verratti, qui lui est content de ce match. Et justement, il parle du match contre Barcelone. Et puis Pablo Correa qui lui signale qu'il n'y a pas de pénalty pour lui. Bon, je sais pas, on a l'impression qu'il y a un petit contact, mais il n'y a quand même pas grand-chose. On peut estimer qu'il est litigieux quand même, le penalty. Mais il dit aussi qu'on ne peut pas préparer ce genre de match à l'entraînement, c'est compliqué, de préparer un match contre Paris. Donc vous allez les écouter. Oui, c'était un match très compliqué. On savait que si on ne marquait pas tout de suite, plus passer le temps, plus ça va être difficile. Cette année, il y a des équipes qui viennent ici pour défendre. Ce n'est pas facile de trouver l'espace. Je pense qu'on doit un peu améliorer ça et de trouver autre solution. Parce que maintenant, comme je l'ai dit déjà, ils sont beaucoup d'équipes qui viennent ici pour défendre. Mais bon, je pense qu'on a vu beaucoup d'occasions. Aussi, si on a marqué après, on a créé d'occasions, on n'a pas marqué avant. Mais on est content parce que c'était un match difficile. Après, avec la patience, avec l'envie de gagner, on a trouvé une victoire que je pense que c'est mérité. Oui, c'est ça, le football, c'est ça. Des fois, ce sont des petits détails. On a eu la chance parce que aussi quand j'ai regardé les frappes, je me suis aussi un peu tourné parce que j'ai dit c'est but. Mais bon, on a raté aussi une occasion, c'est le football. Je pense que Nancy il a fait un bon match, il a fait le match qu'il voulait faire. C'était pas facile, mais on est content, comme je dis, on est content de la victoire. Oui, sûrement ça va être un match difficile. Je pense qu'on ne doit pas penser au résultat de match aller, aussi c'est difficile. La demain, on va préparer le match. Les coachs, c'est un qui prépare très bien le match. Et on va voir. On sait qu'on a un bon avantage, mais on ne doit pas penser qu'on est qualifié parce que Barcelone, je pense que c'est une des seules équipes qui est capable de faire 4 buts à n'importe quelle équipe. La fierté, c'est quelque chose que j'ai déjà avant de commencer le match. C'est pas à la fin, vu mes joueurs, c'est ce qu'ils peuvent faire sur un terrain. Frustration parce que finalement, ça se joue sur quelque chose un peu louche. Voilà, on peut discuter. En tout cas, je sais que si ça passe dans la surface de Paris Saint-Germain, il n'y a pas de penalty. C'est pas grave. Ils viennent jusqu'avant de la meilleure opportunité, la nôtre. Jusqu'à 4 minutes avant, on touche les 2 poteaux. Ça montre la chance qu'on a en ce moment depuis qu'il a commencé le championnat sur certaines actions. Là, comme ça, les plans de jeu, en tout cas, qu'on a voulu ou qu'on a montré, c'est ce qu'on voulait faire. Satisfaction parce que je sais que mes joueurs, pour certains d'eux qui sont très jeunes, ils n'ont pas l'habitude d'avoir ce type de match.
là comme ça. Ils vont s'améliorer, bien évidemment. Ces matchs-là, c'est ce qui les donne le match-là. On ne peut pas les travailler à l'entraînement, même si on travaille 3 entraînements par jour. Bah oui, même avec 3 entraînements par jour, c'est difficile de refaire des matchs contre le Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que pour les jeunes joueurs, c'est une belle expérience aussi de jouer des équipes comme ça. C'est comme ça qu'on progresse. C'est en jouant contre ou avec des joueurs plus forts. C'est comme ça qu'on progresse. On ne progresse pas avec des joueurs moins forts. Allez, on part cette fois-ci en Corse du côté de Bastia. Bastia qui doit prendre des points, car Bastia est mal en point aussi en championnat. Et en recevant Saint-Étienne. Et dans ce match, il va y avoir un carton rouge de sortie pour un Bastia face à une grosse faute une grosse faute, certains diront non, mais quand même un pied haut qui touche la tempe du joueur. D'ailleurs, il est parti à l'hôpital, il a été emmené en observation et il est rentré chez lui du côté de Saint-Étienne où je pense qu'il va être arrêté pendant un petit moment en observation, comme on dit. Il se souvenait plus de l'entraînement et du début de match. Oui, donc le rouge pour moi est justifié dans ce cas-là, parce que c'est quand même un pied qui arrive sur la figure. C'est quand même assez compliqué. Et justement, du côté de Bastia, il y a un nouvel entraîneur, Rui Almeida, qui est arrivé. Pour lui, c'est un bon point malgré tout. Et il parle aussi de Vincent Pajot. Faut bien tirer l'oreille, parce qu'il ne parle pas forcément encore bien français. Et vous allez entendre aussi Christophe Galtier qui lui dit quand on a des ambitions, on ne peut pas s'imposer. Il faut s'imposer en tout cas, et c'est vrai qu'avec l'absence il a souligné quand même l'absence de Romain Amouma. Donc justement, vous allez écouter ce qu'il va dire justement sur Romain quand il n'est pas là. L'ex-Byzantin. On a du mal à marquer. Ex-Byzantin. Donner un mot à Pajot pour ce qui s'est passé sur le match. J'ai écouté qu'il est meilleur, très content pour ça. Que le football seulement, c'est important après, tout c'est bien à ce niveau. Sur la question, oui, c'est un peu bizarre. 5 jours de match, de carton rouge, jouer quelque chose comme 60% du temps avec moi un joueur. Mais c'est comme ça. Nous Bastia et les joueurs de Bastia vont faire faire la construction cette capacité, chose que nous allons sur le futur, sur l'avenir arriver et prendre le point que nous avons besoin. La question c'est le point que nous voulons gagner aujourd'hui? Non, bien sûr. Nous avons perdu 2 points à 10 secondes de fin avec Nantes. Je reste de positif aujourd'hui. Bien sûr, c'est un point que nous avons gagné à Dijon, à Caen et à Nancy. Je mets les matchs dans différents contextes. Montpellier et Caen sont des matchs qui étaient dans une série avec les matchs de Coupe d'Europe, une série de matchs importantes avec beaucoup de fatigue, et c'est ça. Malheureusement, on n'a pas su faire des résultats. Et que quand on vient à Bastia et qu'on a la possibilité de revenir avec une victoire, parce qu'on est à 11 contre 10 et qu'on n'y arrive pas, évidemment que ce sont des contre-performances avec beaucoup de respect pour les équipes que nous avons jouées. Mais quand on a l'ambition d'aller chercher une place européenne et qu'on n'arrive pas à l'emporter, à juste titre, par rapport à votre question, on n'arrive pas à l'emporter, prendre qu'un point sur 9 par rapport à ces 3 matchs, évidemment que ça ne colle pas avec l'ambition que nous avons. La faute à qui, la faute à quoi? Évidemment qu'il y a l'enchaînement des matchs, les absents, est-ce que nous sommes orphelins est-ce que quand Romain est absent, on peut marquer des buts, ou on peut être mieux offensivement? Apparemment non. Apparemment non, on n'est pas mieux offensivement, donc Christophe Galtier n'est pas du tout satisfait de la performance de ses joueurs, mais c'est comme ça. Saint-Étienne qui sont quand même un peu à l'arrêt en ce moment. Oui, c'est vrai. L'élimination en Europa League a fait quand même du mal, même s'ils avaient fait une très bonne première mi-temps à Old Trafford. Tout à fait. L'élimination a quand même, je crois ils sont à l'arrêt, ils n'ont pas gagné depuis ce match, je crois, donc c'est ça. Il faut vraiment un coup de boost à la fin s'ils veulent avoir les ambitions d'être européens. Pareil, le carton rouge, Fabien Lemoine en a pris un aussi, entre parenthèses. Oui, il en a pris un aussi, oui. Oui, c'est vrai que ça a été une soirée rouge pour Saint-Étienne, mais bon, ils récupèrent tout de même un point, mais c'est vrai que quand on a des ambitions, il faut les 3 points, surtout quand on joue contre les derniers au classement, mais c'est pas forcément ces matchs-là les plus faciles. Allez, on parle cette fois-ci du côté de Montpellier avec un joueur qui est en forme, Steve Mounier, qu'on avait reçu ici, je me rappelle de ça. On l'avait reçu quand il jouait du côté de Nîmes. Et en fait, il avait raté le rendez-vous et on l'avait vu après. Puis il était revenu le lundi, en fait. D'accord. Donc c'était assez marrant. Et c'est vrai que c'est un joueur qui cartonne pour le moment en Ligue 1. 11 buts, je crois. C'est ça, 11 buts. Et c'est lui qui avait ouvert le score d'ailleurs pour Montpellier à la 50e minute de jeu.
avant que Jimmy Briand, la 85e, n'égalise pour cette équipe de Guingamp. Mais il faut quand même souligner que cette équipe de Montpellier va mieux depuis que Jean-Louis Gasset est revenu aux commandes de cette équipe. Et ben justement, vous allez écouter la réaction de Paul Lannes et de Comboiré, qui je pense a confondu la qualification avec le championnat. Vous allez écouter. Frustrant, c'est qu'on a fait une première mi-temps solide, même si on n'a pas d'occasion franche. La deuxième mi-temps était bien entamée, on a quelques situations, dont le but, et puis il y a quelques autres situations qui auraient pu nous aider à justement faire le break dans ce match. Et malheureusement, se faire rejoindre à la fin, c'est vrai que c'est frustrant, mais il faut faire avec. Et surtout là-bas, on a un second match à domicile qui arrive, donc il faut qu'on avance le plus vite possible pour reprendre ces points qui nous assurent le maintien, j'espère le plus vite possible. On a fait une très bonne première mi-temps, on a réussi à annihiler donc le jeu de cette équipe de Montpellier. Un jeu d'attaque flamboyant là, c'est quoi, c'est la 4e attaque je crois, c'est ça. Donc il fallait qu'on soit rigoureux, discipliné. On a super bien défendu, même si on n'a pas été capable de mieux ressortir les ballons, mais on a réussi à mettre un gros coup sur la tête de cette équipe. Et puis bizarrement, on a fait une très mauvaise entame de deuxième mi-temps. Voilà, 10 minutes où on a flotté, on n'a pas été capable de mettre le pied sur le ballon. Et Montpellier a été récompensé de ses efforts, ils ouvrent le score. Par contre, après, soit c'est eux qui ont reculé, mais nous, on a fait ce qu'il faut, on a poussé. Et vous avez vu cette équipe de Montpellier, donc sur la fin de match, on a fait qu'un jouer en contre, quoi. On a été très haut, on s'est procuré pas mal de situations. Puis on a mérité logiquement l'égalisation, même s'il faut le reconnaître que notre gardien Calais a fait un arrêt important. Ça aurait pu faire 2-0, il fait un arrêt important, déterminant, qui nous permet de rester dans le match. Et c'est un nul, à mon sens, très logique, parce que on a tout fait dans cette fin de match pour arracher la qualification et voir mieux, parce qu'on a essayé après de pousser, mais bon, on est content du point. Très très content. Bon, il faudra dire à Antoine Comboiré que c'est pas la qualification. Il faut arrêter les coupes, dans les deux sens du terme. Il faut arrêter les coupes, voilà, exactement. Je ne sais pas s'il était déjà passé dans l'espace VIP avant justement la conférence de presse, mais non, c'est pas la qualification, on est bien en championnat. Et il va bien repartir avec un point mérité, parce que c'est vrai que cette équipe de Guingamp a poussé en fin de match, et elle a été en tout cas récompensée. Allez, on file du côté de Saint-Symphorien, et ça c'est pour voir le FC Metz qui était opposé au Stade Rennais. Et c'est le FC Metz qui a ouvert le score par le grand Tchèque Diabaté à la 45e minute de jeu. Moi j'aime bien ce joueur, j'aime bien quand il s'exprime. Ouais. On a l'impression qu'il a une voix toute... juvénile. Oui, c'est ça, juvénile. Et, c'est vrai que ça me fait rire, parce qu'il fait pratiquement... Son grand gabarit, c'est... Oui, il fait pratiquement 2 mètres, je crois. C'est donc, passement de jambes. Oui, c'est vrai, exactement. Et c'est Wesley Saïd qui a égalisé pour cette équipe rennaise juste en fin de match. Vous allez écouter justement Tchèque Diabaté qui parle, Johan Jouffre également, Philippe Inchberger et Gourcuff qui est très agacé par les journalistes. Écoutez bien. Mais c'est la manière en fait, c'est la manière. Sinon dans l'ensemble, je trouve qu'on a fait un bon match. On jouait contre une très bonne équipe et on a marqué, on a essayé de garder les scores. Après, vers la fin du match, ils ont réussi à marquer aussi. Donc c'est ça qui fait mal un peu, c'est ça qui fait mal. Sinon, moi personnellement, je trouve qu'on a fait un bon match dans l'ensemble. C'est pour ça qu'il y avait de la frustration, parce que on savait qu'en gagnant ce match, on aurait quand même un bon matelas sur nos adversaires directs. Et là, il va falloir encore batailler pour aller chercher des points, mais ça fait partie du jeu. Et puis, on savait en début de saison où on mettait les pieds, donc on savait que ça allait être une saison où il fallait se battre pour le maintien, c'est le cas. Non, bon après, on aurait aimé en prendre 5, du coup c'était un match à 5 points ce soir, puisqu'on nous a rendu hier ce qu'on nous a injustement pour moi, c'est ma position, pris. Voilà, donc on est quand même satisfait de cette semaine, on est content d'avoir récupéré nos 2 points, parce que on se sent, on avait un profond sentiment d'injustice surtout, donc on se sent plutôt justement récompensé. Qu'est-ce que vous cherchez? Nous on a un match, gagner tous les matchs, et depuis le début c'était l'ambition. Donc déjà l'ambition en venant ici c'était de gagner. Je vais vous le répondre, pas. Ça c'est la réalité du foot. Ça, c'est la réalité du foot, oui. L'ambition, c'est quand même, quand on joue un match, c'est de le gagner. Je pense que, certaines fois, il y a des questions qui sont pas forcément adéquates. Et je pense que ça a agacé, en tout cas, Christian Gourcuff. Je pense que tu en penses, Ronan. Mais... Oui, c'est le rôle des journalistes aussi. C'est le métier, c'est le rôle des entraîneurs de faire. Oui, c'est un peu... Mais c'est vrai que Rennes, comme Saint-Etienne, c'est une grande équipe, mais qui souffre en ce moment. Ouais, Rennes, ils ont toujours des passages à vitesse. Soit ils démarrent très bien la saison, soit ils démarrent une saison catastrophique. Ils ont toujours un trou dans la saison.
puis au final, ils finissent 10e. Oui, pourtant ils ont quand même des joueurs qui, sur le papier, sont quand même des bons joueurs, mais je sais pas, il doit y avoir un syndrome, ou je sais pas, du côté de la Bretagne, la saucisse galette est très bonne, et puis ils en abusent, je sais pas, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et en tout cas, Metz, ils viennent de prendre du coup 3 points, parce qu'ils avaient récupéré 2 points de la Ligue. Exactement. Au pétard lancé. Voilà, justement, c'est ce que soulignait Philippe Inchberger dans l'interview que vous avez pu... en tout cas, dans les sons que vous avez pu écouter à l'instant, c'est vrai qu'ils ont récupéré, les points avec sursis. Voilà, les points avec sursis. Donc, c'est une bonne chose, en tout cas, pour eux. Pour le classement, en tous les cas. Allez, on va filer cette fois-ci avec les matchs qui avaient lieu ce dimanche. Non, j'en ai oublié. J'ai oublié Caen. Bah oui, Caen-Angers, où il y a eu quand même pas mal de buts. Ça commençait vite par Karl Toko Ekambi à la 5e minute de jeu du côté d'Angers. Angers qui jouait avec 5 défenseurs. Vous allez entendre dans les interviews justement, Stéphane Moulin avait changé son dispositif tactique car Santa Maria était malade. Donc il a joué avec 5 défenseurs et apparemment ça a payé. Avec Ekambi qui marque dès la 5e minute de jeu. Ronny Rodelin qui va égaliser pour Caen à la 11e. Ensuite Chekendoy qui marque à la 21e minute de jeu. Ivan Santini pour Caen égalise lui à la 67e minute de jeu. Et c'était Mangani qui avait donné le 3-1, oui, le 3e à la 48e minute de jeu sur penalty. Justement, vous allez entendre les réactions de Patrice Garand qui lui, il faut passer au prochain match. On avait gagné à Saint-Etienne la semaine dernière. Maintenant, il faut tout de suite se projeter sur le prochain match. On n'a pas le temps d'attendre quand on joue le maintien également. Et Chekendoy parle aussi justement de la tactique avec ses 5 défenseurs. Et Moulin aussi, comme je vous l'ai dit, avec l'absence de Santa Maria qui était grippé, il a fallu changer le système. Système qui va peut-être garder par la suite parce que ça marche. Mettre 3 buts avec 5 défenseurs, c'est bon, pas mal. Ils en ont pris 2 quand même. Donc, voilà, à 5 défenseurs, ça... après il verra s'il va changer de tactique ou pas. J'ai envie de retenir ça. La réaction, c'est envie d'aller chercher l'égalisation, l'état d'esprit, enfin voilà ce qu'ils ont montré dans un moment compliqué et qu'ils n'avaient pas envie, qu'ils lâchaient rien. Donc ça, c'est déjà la base pour réussir dans ce qu'on entreprend. Alors après, ça c'est ultra positif, mais par contre, ça ne va pas nous donner les points. On a vécu un scénario en tout cas, c'est pas celui qu'on avait imaginé. Mais bon, voilà, on a été heureux à Saint-Etienne. Ce soir, on est malheureux. Il faut passer à autre chose. On n'a pas le temps de se lamenter. On va analyser. Et puis après, très vite, passer à la préparation du match de Nice. Ce qui m'inquiète le plus, alors, la défaite, c'est une chose, mais c'est que j'ai encore perdu des joueurs. Jonathan Delaplace, vraisemblablement au minimum 15 jours, voire 3 semaines. Nico a aussi une béquille, donc voilà, ça commence à devenir compliqué au niveau de l'effectif. Donc on est des professionnels, on est prêts pour tout. Le coach, aujourd'hui, on a changé de système par rapport à l'adversaire. Je me dis que ça a changé parce qu'on a fait le nécessaire, on a fait tout ce qu'il faut pour gagner. Le plus important, c'est de gagner, on a gagné. Il faut savoir quand même l'origine de tout ça, en fait, c'est qu'on a un joueur qui était malade cette nuit, en l'occurrence Baptiste Santa Maria qui joue devant la défense, et donc j'ai pas voulu le faire jouer parce qu'il était fiévreux, et je me suis dit c'est le moment pour jouer contre eux de jouer à 5 avec 2 attaquants qui allaient prendre les espaces, c'est ce qui s'est passé, et on marque 2 buts quasiment de la même manière avec Toko qui part dans les espaces. Et c'est vrai que ça les a gênés, mais ils ont quand même trouvé la solution sur la fin de match parce qu'ils nous ont quand même fortement bousculés. Mais on avait pris l'avantage avant, on avait pris un petit peu d'avance, on a su le garder. Ouais, la fièvre du samedi soir. Ça marche bien pour vous. Ouais, il faut que ça continue. C'est un bon tube. Bon, c'est un bon tube la fièvre du samedi soir pour Stéphane Moulin du côté d'Angers. On espère que ça durera en tout cas pour les Angevins. Mais, ils sont bien, ils sont 9e, je crois. Oui, c'est ça. Pour un budget dont... la place serait la 20e place, parce qu'ils ont le plus petit budget de la Ligue 1. Mais après, les budgets, ça ne fait pas tout. On en sait quelque chose. Allez, on file à côté de chez nous, pas très loin, du côté de Dijon et du côté de Gaston Gerard, où l'OGC Nice, que tu connais bien, Renan, parce que tu as fait tes études là-bas. Du côté de Nissa, comme on dit, c'est ça ? Nissa-Bella. Nissa-Bella. Ah, c'est ça le bronzage. Non, ça fait longtemps que je suis pas allé. Ah, mais on bronze en Franche-Comté, Thomas. Oui, place Saint-Pierre, on peut s'allonger en ce moment, on va bien bronzer. Ah, on va bien bronzer, on va faire du sous-l'eau là. Allez, avec Nice qui rendait visite à Dijon, et c'est Nice qui s'impose 1-0, mais ça suffit en tout cas
aux Niçois à la 69e minute de jeu. Dijon n'a pas pu revenir dans cette rencontre. Justement, Olivier Dalloglio, lui, vous allez l'entendre, souligne les qualités techniques de Nice par rapport à Dijon. Il ne joue pas dans la même cour pour le moment. Et il dit surtout qu'il va falloir bosser l'entraînement. Donc je pense que les joueurs dijonnais... La moutarde va monter au nez. Ouais. Oui, vont être, la moutarde va leur monter au nez cette semaine, ils sont au courant. Et justement, on va écouter aussi Valentin Esseri qui lui dit tout simplement on n'était pas programmé pour être dans les 3, mais on est bien dans les 3 premiers. Oui, ils tiennent et on verra jusqu'où ils vont tenir exactement. Ouais, je pense qu'ils ont mis un but, très beau but, assez exceptionnel. Voilà, c'est un peu la différence entre le haut du tableau et les autres. Voilà, c'est ce petit plus qu'ils ont. Et nous, il nous a manqué effectivement dans la zone de finition un peu plus de maîtrise, bien sûr. Voilà, parce qu'on a eu des occasions, elles étaient là. Oui, on arrive parfois à faire des différences et puis après il va avoir éventuellement un coup c'est un contrôle, un coup c'est un petit peu un manque de lucidité. Voilà, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est la différence entre les deux équipes. Voilà, tu le sens, une équipe qui maîtrise vraiment son sujet au niveau technique déjà. Voilà. Nous, tactiquement, on a été disciplinés, propres. Après, dans l'utilisation du ballon, on doit faire mieux, oui, effectivement. Si on veut gagner des matchs, on doit faire mieux. En même temps, aujourd'hui, on est quand même tombé sur une équipe de Nice. C'est pas la première venue. Je regrette un peu les occasions. Je pense qu'on a vraiment l'occasion de marquer. Après, on a eu des coups de pied arrêtés. Bon. Je pense qu'on les travaille beaucoup, mais il va falloir encore les bosser encore plus pour être encore plus dangereux. Je pense qu'il y a encore des choses à faire là-dessus. Voilà. On a des zones de progression assez importantes encore. Ouais, c'est très serré. Voilà, on gagne encore une fois 1-0, pas à l'arraché parce qu'on a quand même bien bossé sur ce match, mais c'est vrai qu'on est chanceux sur 2-3 actions de leur part où ils doivent marquer et nous là on est assez réalistes. On a fait quand même un bon match dans le contenu, dans les efforts, avec le ballon, sans le ballon, donc c'est une belle victoire pour nous. Non, la chance de champion, je sais pas quand même, parce qu'on n'est pas programmé pour être dans les 3 premières places. Oui, on n'est pas programmé, mais les Niçois, vous êtes dans les 3 premières places en tous les cas, donc ça peut être la Ligue des Champions la saison prochaine également. Après, ça va être compliqué avec Monaco et Paris, mais... On dirait qu'ils veulent pas y aller. Après, c'est sûr que c'est toujours pareil. Impossible n'est pas niçois. En Ligue des Champions, c'est plus vraiment la même chose. Ouais, c'est pas pareil, d'accord, mais ils ont un beau stade. Ils ont un bon entraîneur. Voilà, ils peuvent capitaliser dessus, avoir des nouvelles recettes. Mais quand on regarde le stade, comme tu dis, le stade est souvent plein, juste les 2 anneaux. Ouais. Oui, j'ai rarement vu l'anneau du haut. Oui, mais en Ligue des Champions, il y a sûrement. C'est comme l'équipe de France quand elle joue la Coupe du Monde. Tout le monde s'y intéresse, alors que même des gens qui s'en fichent un petit peu normalement du foot, et là en Ligue des Champions c'est une autre dimension pour Nice. La région de Nice, tout ce qui est Marseille-Nice, ça se fait assez rapidement. Il y a un bassin de population énorme. Pour remplir, je suis d'accord. Pour mais remplir après, en Ligue des l'année Champions. d'après, la même saison où tu es en Ligue des Champions, par contre, tu peux dégringoler en championnat. Il y a parce combien que- d'équipes qui se sont retrouvées en 2e division en étant Tu peux, qualifiées en Ligue des Champions. mais je pense Faut avoir les reins solides après. Il faut avoir les reins solides, mais quand tu es un club de foot professionnel comme Nice, ok, ils s'attendent pas à faire une aussi bonne saison, mais c'est que du bonus d'être en Ligue des Champions, quitte après à faire une 12e place, et puis tant pis, ils sont pas 6e. Après, le problème, c'est qu'il faut l'effectif, parce que la Ligue des Champions, ça pompe quand même beaucoup d'énergie, c'est quand même des gros matchs et tout. C'est sûr que ça génère aussi de l'argent, parce que tu te qualifies, tu gagnes déjà quelques millions d'euros, mais après aussi, il faut avoir l'effectif pour, et c'est vrai que ça peut faire peur. On sait que Monaco, Paris, eux, ils ont l'effectif pour. Mais pour les joueurs et les supporters... Pour les supporters, regarde, si vous, Sochaux, ils arrivent en Ligue des Champions une saison, après vous en fichez qu'ils fassent 4 saisons en Ligue 2. S'ils font. Le principal, c'est de rester, surtout, déjà de monter en Ligue 1, pour être en Ligue des Champions. Et ensuite, surtout, y rester après en Ligue 1, une fois que tu es en Ligue 1. Parce que tu joues, regarde, Auxerre. On va parler d'Auxerre, regarde Auxerre, depuis qu'ils ont joué la Ligue des Champions, regarde où ils sont maintenant, ils sont carrément aux portes du National, puis ils en sont pas loin. Ouais. Donc après ça peut descendre très vite. Mais Nice, le problème, les spectateurs, là, ils jouent la meilleure saison de leur histoire quasiment, et il n'y a pas vraiment de supporters, parce que le stade est loin de la ville, il y a beaucoup de trajets, il y a une heure de bus pour y aller. La population niçoise est plutôt très âgée en plus. Oui, il y a ça aussi, et
il y a les ultras, il y a les supporters qui sont là, mais pour se déplacer au stade, se rendre tous les. Oui, puis après, c'est vrai qu'au stade du Ray, moi j'y suis allé il y a quelques années au stade du Ray. C'est vrai qu'il y avait peut-être 10 000. Il y avait un peu c'était un peu Sochaux-Nice, ça se ressemblait un petit peu. Et après, de là de passer à 10 000 avec un stade qui fait combien ? Il fait 40 000, non ? Il doit faire 40 000. 40 000. Après, il faut remplir. Hein. Mais justement, justement, la Ligue des Champions est une belle opportunité pour changer, pour monter d'un cran. Le problème, c'est qu'il faut remplir en Ligue des Champions. Ça, il n'y aura pas de souci dès qu'il y a des équipes. Mais après, c'est en championnat qu'il faut remplir aussi parce que c'est là où les clubs gagnent aussi de l'argent, c'est en championnat. Et fidéliser les gens, c'est dur de fidéliser les gens parce qu'il faut avoir aussi une bonne équipe sur le terrain. Mais c'est vrai que du côté Nice, j'ai du mal à comprendre que tout ne soit pas rempli. Après, il y a une très bonne politique de formation, de recrutement. Oui, tout à fait. Vraiment de miser sur Ben Arfa, l'année d'après Balotelli, c'est vraiment... Ils sont malins. Ils sont très malins. Ils ont vendu plein de joueurs cet été. Ils ont vendu Germain, ils ont vendu Ben Arfa, ils ont vendu etc. Pied, etc. Oui, ils ont senti les coups. Ils font une saison meilleure que la précédente. Donc, c'est vrai, ils ont senti le... Valère Germain va bien à Monaco aussi. Il continue sur sa ligne. Justement, on en parlera tout à l'heure de Monaco et justement, Valère Germain va parler de Nice. La transition. Allez, la transition, c'est vrai, tout à fait. Une belle transition, une belle perche. Comme dirait Jean Galfione. Allez, J'étais pas mal ça aussi. Faut connaître Jean Galfione, c'est plus Romain Non, comment il s'appelle, pardon. Lavinelli. Cédric Lavinelli. Il y avait Jean Galfione. Oui, c'est un cycliste. Qui était venu d'ailleurs, je crois. Non, si, Jean Galfione. Il est d'ici. Il est d'ici ? Non, il est du Jura, si je me trompe pas, non ? C'est un Jurassien ? Alors attendez. Je me trompe peut-être. Je pense que vous me trompez. Mais je ne sais plus. Jean Galfione, il est né à Paris, donc c'est pas dans le Jura, Paris, je crois. C'est pas Jean Galfione, je dois confondre. Il y a eu un glissement de terrain, comme je dois confondre, mais ça va me revenir, Allez, on va filer du côté de la Bretagne cette fois-ci avec Lorient qui recevait l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui devait réagir après la gifle reçue la semaine dernière face au Paris Saint-Germain dans le Classico qui avait tourné assez court, mais qui avait bien tourné pour les Parisiens où il s'était imposé 5-1. Donc Marseille devait se reprendre du côté de Lorient. C'est chose faite avec un carton marseillais. 4 buts à 1 avec Rolando qui démarre le festival dès la 6e minute de jeu. Dimitri Payet à la 19e minute de jeu sur un très beau but. Si vous ne l'avez pas vu, retrouvez-le sur les réseaux sociaux. Vous allez voir, c'est un but très sympa. Ensuite, Thauvin à la 53e minute de jeu va offrir le 3-0 pour cette équipe marseillaise avant que Morgan Sanson sur un très bon service. Je crois que c'est Thauvin également qui lui donne un très bon ballon. Oui, c'est ça. À la 56e minute de jeu. Et c'est Munkanjo qui va réduire l'écart pour Lorient à la 73e minute de jeu. Mais le mal est fait. Cette équipe lorientaise est mal en point. Elle se rapproche de plus en plus de la Ligue 2 parce que devant, ça commence à s'éloigner un petit peu. On verra ça au classement. Ils ont 22 points. C'est ça. Ouais. C'est ça. Puis les autres sont déjà à 28, 29. On regardera le classement tout à l'heure. Alors on va entendre justement la réaction de Bernard Casoni qui lui parle des 2 buts pris en 12 minutes. Donc c'est difficile quand on commence le match. Au bout de 10 minutes, il y a déjà 2-0. Et Payet qui, lui, justement, dit que même chez le dernier, c'est pas forcément facile. Ça a été compliqué. Mais en tout cas, ils ont pris des 3 points importants. On se plombe d'entrée, quoi. En 10 minutes, on prend 2 corners. Ça fait 5 matchs qu'on prenait plus de buts sur corner. On était assez compétitif là-dessus. Et presque on se marque les 2 buts sur corner. Donc partir avec toujours des handicaps, ça devient fatigant, quoi. Psychologiquement, ça a été dur pour les joueurs. 2-0, au bout de 12 minutes de jeu, c'est dur après de re-rentrer dans le match, quoi. Même si en première mi-temps, nous avons 2 occasions pour y parvenir. On savait que ça allait être 2 gros morceaux. Comme je vous dis, c'est pas contre ces équipes-là que l'on pense prendre des points. Maintenant, PSG, on peut se faire une organisation différente et essayer de tenir un résultat. Après, c'est de laver les têtes et de se préparer pour le championnat qui nous reste à faire contre les concurrents directs. Ouais, mais il y a moins de droit à l'erreur, c'est sûr. Mais c'est pas catastrophique non plus, même si c'est sûr que la situation elle est pas facile. Mais bon, on la traîne depuis longtemps, quoi. Même si au début, quand je suis arrivé, on a eu un petit regain de quelque chose. Là, ça fait 4-5 défaites. Il y en a eu des inquiétantes, d'autres moins inquiétantes, mais ça reste quand même des défaites. Et on avait vraiment envie de repartir du bon pied. Je pense que on a fait un match sérieux avec ce qu'il fallait dans le contenu et je pense que cette victoire est assez logique.
Et on n'avait pas encore gagné en 2017 à l'extérieur. Surtout, voilà, c'est jamais facile de venir même chez le dernier parce qu'ils se battent pour leur survie. Mais voilà, je l'ai dit, on a su mettre ce qu'il faut et on a été récompensé. Ça fait du bien de marquer tout court. Après, qu'il soit beau ou moche, honnêtement, on prend. Après, c'est vrai que voilà, tant que c'est efficace, après, s'il est joli en plus, ça fait du bien. Là, on va dire que j'étais vraiment fatigué parce que le match de Monaco a laissé des traces. Notamment avec ses prolongations. Mais voilà, je pense que là, avec des semaines à un match, on va pouvoir déjà se reposer et ensuite bien travailler pour arriver plus frais le week-end. Bah oui, pour arriver plus frais le week-end. Eh bien, on passe cette fois-ci du côté de Toulouse. Toulouse qui recevait Lille. Donc Pascal Duprat allait encore se plaindre de la pelouse. C'est ce qu'il a fait. Je ne l'ai pas pris dans l'interview. Il l'a dit plus tard. L'herbe était bien verte. Mais, mais en tout cas, la pelouse était encore une fois catastrophique pour lui. Eh ben, c'est Toulouse-Lille, ça a fait un but partout entre Julien qui marque à la 30e minute de jeu pour Toulouse, le défenseur toulousain. Et c'est Yacine Benzia qui va égaliser pour cette équipe de Lille à la 80e minute de jeu avec un penalty raté de Braithwaite. Et justement, ça a mis en colère Pascal Duprat. Vous allez justement l'écouter. Quand un joueur est fauché dans la surface, il ne faut pas que ce joueur aille tirer le penalty. Vous allez écouter ce qu'il a dit exactement. Et puis Franck Passy, qui lui aussi est content de ce point vu la physionomie du match. On va dire que le match nul est somme toute logique, parce qu'on doit scorer sur penalty. Mais avant, Alban nous sauve la mise. On n'a pas beaucoup maîtrisé ce soir. Les Lillois nous ont embêtés avec leur jeu de densité dans l'axe. Certains de nos joueurs, on n'était pas ensemble. Certains de nos joueurs désirant aller presser, d'autres reculant. Néanmoins, on s'aperçoit qu'à force de travail, on a marqué un but sur coup de pied arrêté. La convergence entre les très très bonnes courses de nos joueurs placés devant le but et de la belle frappe distillée par Body, je crois, nous permet de mener au score. On a la possibilité de faire mieux en première mi-temps. Il y a des situations où on joue mal les coups, où le ballon nous brûle les pieds. Après, en deuxième, il me semble qu'on maîtrise. On maîtrise défensivement en tout cas. Et puis Passy joue à 5 devant. Et le temps qu'on réponde tactiquement, eh bien, il marque, allez, on va dire somme toute logiquement. Après, on a l'occasion de prendre davantage sur le penalty. Je ne sais pas s'il est généreux. Toujours est-il que le penalty est sifflé. Il y a une règle d'or. Le joueur qui est abattu, fauché dans la surface ne doit pas se faire justice lui-même. Je répète, le joueur qui est déséquilibré dans la surface de réparation ne doit pas se faire justice lui-même. Je dirais que si on n'avait pas pris au moins un point, ça aurait été immérité. Je pense qu'on a proposé, même si on n'a pas proposé beaucoup, on a proposé plus que Toulouse. On a eu plus d'occasions qu'eux. Donc il était évident qu'on serait parti mécontent si on n'avait pas pris ce point. Puis il faut féliciter les joueurs. Les joueurs se sont battus jusqu'au bout et ils ont montré qu'ils veulent continuer à gagner des matchs et arriver le plus rapidement possible vers le maintien. Oui, petit à petit, je crois que les joueurs montrent qu'ils ont du courage, ils montrent qu'ils ont envie de gagner, qu'ils ont envie de se battre. Et c'est très intéressant. Oui, les 3 changements ont beaucoup apporté, mais en même temps, mettant des joueurs offensifs, on sait qu'on a plus de pouvoir offensif, c'est ce qui s'est passé. Mais face à une équipe comme Toulouse, qui sont très redoutables en contre, j'avoue que j'ai fait les changements parce que j'étais obligé. Mais oui, c'était Pascal Duprat et puis Franck Passy, l'entraîneur intérimaire de cette équipe de Lille, parce que Marcelo Bielsa arrivera en juillet pour prendre les rênes de l'équipe nordiste. Allez, on file du côté de Monaco. Monaco-Nantes, c'était le grand format de la dernière, de la 28e journée. Avec, on se demandait si Monaco allait encore faire un carton. Je crois que c'est fait. Ils ont déplumé les Canaries. Ouais, ils ont déplumé le Canari en lui infligeant un 4-0. Début marqué par Mbappé, un doublé à la 4e et 45e minute de jeu. Valère Germain à la 43e et Fabinho à la 59e sur penalty. Ça aurait été bien que ce soit lui qui marque à City, ouais. Qui marque à City. Pareil. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi c'est Falcao qui a tiré alors que Fabinho n'en a raté aucun depuis le début de saison. Mais bon, c'est comme... 14. Oui, c'est ça. Allez, on va écouter la réaction de Valère Germain, qui lui dit qu'il y a aussi Nice qui est dans la course, parce qu'on parle souvent de la rivalité Monaco-Paris Saint-Germain, mais il y a aussi Nice qui est là, lui il en parle. Et puis vous allez entendre Guillaume Gillet qui lui dit c'est pareil, quand on laisse Monaco jouer, ça fait ça comme résultat. C'est une belle soirée. À la mi-temps, les 2 buts juste avant la pause nous ont fait quand même du bien, parce que
le score reflète pas trop la première mi-temps. On a été très efficace, mais Nantes nous a mis un peu en difficulté. Ils avaient pas mal la possession du ballon et on avait un peu plus de mal, même si on a marqué assez tôt dans le match. Voilà, mais après, je pense qu'au vu de la rencontre en totalité, la victoire est méritée. Vous oubliez Nice aussi, d'abord. Nice, ouais. Voilà. Parce que pour l'instant, il y a 3 équipes qui luttent pour les 3 premières places. On parle souvent de Paris, de Monaco, mais on ne pense pas à Nice et ils sont toujours là, donc il faut faire attention à tout le monde. Les 3 équipes ont un train d'enfer pour l'instant. C'est assez incroyable parce que depuis début janvier, on gagne quasiment tous les matchs et on voit qu'on n'arrive pas à accentuer l'avance. Donc il va falloir être très performant jusqu'à la fin du championnat si on veut être le plus haut possible. C'est une grosse efficacité de la part de Monaco, mais je pense surtout lors de la première mi-temps qu'on donne vraiment la victoire à l'équipe monégasque ce soir. Ça se joue là, ça se joue dans les 2 dernières minutes de la première période. Je pense que si on peut rentrer au vestiaire avec 1-0, en ayant fait cette prestation-là, on a de quoi repartir en deuxième période avec de bonnes intentions, comme c'était le cas en début de match. Malheureusement, les cadeaux qu'on offre dans les arrêts de jeu de la première période, ça nous coûte très cher. Et face à cette équipe, face à cette attaque qui est si prolifique, c'est mortel. Et pas, c'est devant le but, ça pardonne pas. C'est des joueurs qui sont en pleine confiance et donc qui réussissent un peu tout ce qu'ils entreprennent. Et comme je l'ai dit, on a pris le tarif habituel quand on vient jouer ici à Monaco pour toutes les équipes. C'est un peu le même calvaire pour l'instant. Bah oui, c'est le même calvaire. C'est le tarif du côté de l'Olympique de Marseille, j'allais dire. Non, du côté de Monaco, c'est le tarif 4-0, 3-4-0. C'est le tarif habituel. Bah, nous, à Sochaux, on n'en a pas pris 4 quand même. Hein. Oui, franchement, quand je vois les autres équipes, je me dis que Sochaux a quand même fait un très gros match en coupe, même en Coupe de France, en Coupe de la Ligue. Dans Coupe de France, oui, Monaco a encore battu Marseille facilement. C'est vrai. Côte City, etc. Mais je pense que ce match a fait mal aux têtes sochaliennes. Hein. Je pense qu'on n'est pas encore guéri. C'est le tournant pour moi de la saison. Ouais, c'est vrai, exactement. C'est depuis ce match que plus rien ne va. Allez, justement, on va vous donner le classement avec premier Monaco 65 points, deuxième le Paris Saint-Germain 62 points, troisième Nice 62 points. Ensuite, on retrouve Lyon qui est déjà très loin, hein, déjà à 15 points avec 47 points. On a Bordeaux 5e, 43 points. 6e Marseille 42 points, Saint-Etienne 7e avec 40 points. Ça va être chaud pour les places européennes. À la 18e place, on retrouve Dijon, on retrouve Bastia 19e, 25 points et Lorient qui ferme la marche avec 22 points, qui est déjà à 6 points du 17e Nancy, le premier non relégable. Allez, on va passer cette fois-ci à la Ligue 2, mais avant la Ligue 2, on va justement avoir Alexis De Freitas qui va nous parler des équipes de jeunes du FC Sochaux-Montbéliard. La jeunesse du FCSM. Alexis De Freitas. On est avec Alexis. Alexis, bonsoir, ça va ? Bonsoir, ça va et vous ? Ça va très bien. Allez, on va commencer cette chronique après une victoire 4-2 à Épinal lors d'un match en retard. Les U19 sochaliens recevaient l'ASPTT Dijon dans le cadre de la 21e journée de championnat. Alors, est-ce qu'ils ont poursuivi cette spirale positive ? Eh bien oui, une série qui se poursuit avec un nouveau succès 3-1. Donc pour ce match, on avait un 4-3-3 avec Juan Olocage, la défense Mbakata, Simpleur, Moltenis et Romain. 2 milieux défensifs, Zepeki et Medenstock, Aptas en numéro 10. Devant, on avait Archimède au poste d'ailier droit, Loiseau sous le couloir gauche et Glenslin seul en pointe. Donc une équipe sochalienne qui va évoluer en contre en début du match. Dijon va avoir les premières situations avec un enchaînement de corner, mais c'est les Sochaliens qui vont avoir les plus grosses occasions puisque Zepeki va perdre son face-à-face avec le portier dijonnais avant que Romain on va dire, gagne son deuxième face-à-face puisque le gardien est contraint de le faucher et cela offre un pénalty au FC Sochaux-Montbéliard. Donc Sochaux qui va transformer ce pénalty avec Maxime Rochaud. Donc un pénalty très bien tiré, petit filet croisé, touché par le gardien, mais bien tiré. Donc c'est le 3e but pour Maxime cette saison.
1-0 puis 2-0 3 minutes plus tard, puisque Glenslin, lançant en profondeur, va se présenter seul face au gardien. Le gardien qui va bien réaliser une belle sortie, repousser le ballon, mais là, ça revient sur Glenslin qui marque dans les buts vides. Donc, 7e but de cette saison pour Victor. Et on va rapidement atteindre le 3-0, puisque 2 minutes plus tard, sur un centre d'Undenstuck, c'est le gardien dijonnais qui, ce coup-ci, va manquer sa sortie. Et donc, ça va permettre à Glenslin de reprendre de la tête derrière. Et donc, doublé pour Victor Glenslin et 8e but de cette saison. Donc, néanmoins, le gardien dijonnais va faire un très bon match. Il va se rattraper de cette erreur en sauvant plusieurs fois des balles qui auraient pu agrandir le score. Je pense à des actions de Archimède, Loacho, Acta. Et donc, une défense dijonnaise souvent pris à revers par la profondeur. Et donc, M. Chalien qui mène 3-0 à la mi-temps. Un avance confortable. On pense que les Sochaliens vont aggraver le score. Mais non, puisque les Dijonnais vont se réveiller, pousser en deuxième mi-temps. Ils vont nous mettre en difficulté, mais on va tenir jusqu'à ce fait de jeu, à la 75e à peu près. Donc, un petit accrochage entre Boris Moltenis, le Sochalien, et un joueur de Dijon. Donc, petite altercation qui provoque 2 rouges. Donc, 2 cartons rouges sévères, un rouge pour Boris et un rouge pour le joueur de Dijon. Mais donc, ce qui est regrettable, c'est aussi que sur le coup franc que va obtenir Dijon suite à cette altercation, ils vont marquer. Donc ils vont réduire le score et ça sera le score final 3-1 puisque les Sochaliens vont tenir bon et Maxime Roanol va assurer sur les quelques occasions dangereuses concédées en fin de match. Donc le bon classement, nos Sochaliens sont 4e à 7 points du 2e Nancy, mais ils comptent encore la match en main. Allez, on va continuer justement avec les U17 Sochaliens qui ont été vainqueurs à 3, 2-1 avant les vacances. Et ils recevaient le Stade de Reims dans un match en retard de la 17e journée de championnat. Est-ce qu'ils ont creusé l'écart avec leur dauphin, le FC Metz, au classement? Eh bien oui, l'écart creusé après une victoire 3-1 également. Donc un 11 remanié, surtout défensivement. L'héritier au cage, la défense Guyot, Adi, Bati, Soumaré. Offensivement, aucun changement, si ce n'est le retour du capitaine Gabin Lambolet. Mais les joueurs habituels, Adong, Dial, Le Sueur, Jadzoug et D'Ambrosio sont bien présents. Donc, pour parler du contenu rapidement, Colin Soumaré va donner l'avantage aux Sochaliens juste avant la mi-temps. Un match plutôt équilibré jusque-là, mais une erreur grossière quand même de la défense adverse. Donc, un mauvais renvoi sur Colin qui va tromper le gardien. Donc, c'est son 2e but de la saison. Et on pense que les Sochaliens vont donc rentrer à la mi-temps avec ce score de 1-0, mais non, puisque sur l'engagement, à la 44e, les Sochaliens concèdent l'égalisation sur une belle frappe lointaine, un peu chanceuse, certains diront, mais une belle frappe lointaine quand même. Et on en est à 1 à la mi-temps. Donc à l'heure de jeu, alors que le match est toujours équilibré, les Sochaliens vont réussir à reprendre l'avantage. Une reprise de Tony Le Sueur sur un excellent travail de Jordan D'Ambrosio. Et un 7e but de cette saison pour Tony. Donc des Sochaliens qui vont tenir le score difficilement puisque l'héritier va être auteur de nombreux arrêts décisifs. Mais ils vont même faire le break puisque Darren Kingsley, Gerd Zambia, entré en cours de jeu, va inscrire son premier but sous le maillot sochalien. Donc premier but pour ce joueur et ça nous permet de l'emporter donc 3-1. Une victoire importante puisque comme tu l'as dit on creuse l'écart, on reste donc à la première place. 13 points d'avance maintenant sur le dauphin à 6 journées de la fin. Donc une de la meilleure différence de but du groupe avec plus 50 et toujours la meilleure attaque. Donc on peut dire que les Sochaliens se rapprochent des playoffs. Alors on va passer au U15 Sochaliens après une victoire écrasante en 16e de finale en déplacement à l'US Sochaux 18-0. Les U15 Sochaliens se déplaçaient à Pontarlier en 8e de finale de la Coupe de Franche-Comté, c'était ce samedi. Est-ce qu'ils ont accédé au quart de finale? Eh bien oui, ils ont accédé au quart de finale, donc c'est pas illogique puisque c'est le tenant du titre. Mais donc, une victoire 3-1 également, donc que des 3-1 ce week-end. Pour ce match, un 4-3-3, Lohan Samu, le gardien aligné. La défense, on a Couchot latéral droit, Xavier Tréjean latéral gauche. Une charnière centrale avec Sidi Diane, le capitaine, et Emilien Griot. Un milieu à 3 avec Altan Akhtar, Adrien Tepis et Matteo Philippe. Une attaque également à 3 du coup, puisque Nolan Galvez est sur l'aile droite, tandis que Wilford Antonio est aligné ailier gauche. Et Jésim Pélissard évolue attaquant de pointe, seule pointe de cette attaque. Les buteurs Sochaliens, Wilford Antonio a signé un doublé. Et Zinedine Niziad, qui entre en cours de jeu, a signé également le but du 3-1. Donc les 15 Sochaliens se déplaceront de nouveau contre cette belle équipe de Pontarlier dimanche prochain. Mais cette fois, ça sera donc pour le championnat et la 12e journée.
Et on espère pour eux encore une belle victoire. Merci Alexis pour toutes ces précisions sur nos jeunes équipes socialiennes. Et puis on se retrouvera lundi prochain, même lieu, même heure. Oui, c'est ça, lundi prochain avec donc la CFA2, les U19, les U17 et les U15. Pas de match pour les U19. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi, bonne semaine à toi et puis à lundi prochain. À lundi. Allez, maintenant on va passer à l'actualité du FC Sochaux-Montbéliard. Bon, voilà, on va passer au FC Sochaux-Montbéliard qui recevait l'équipe du Havre, une équipe du Havre qui arrivait avec des ambitions, qui eux veulent encore croire à la montée. Hein. C'est Ghislain Gimbert justement qui l'avait annoncé la semaine dernière après leur victoire face à Auxerre. En tout cas, c'est lui qui a marqué sur une belle passe d'Alexandre Bonnet au milieu d'une équipe sochalienne qui dormait. Hein. Le marquage n'était pas là, les joueurs étaient assez loin du porteur de balle et c'est finalement ce petit but dont Sochaux n'a jamais pu revenir au score, même si la seconde période a été meilleure. Bon, ça ne pouvait être que meilleur hein, vu l'état de la première période. Ronan, est-ce que tu étais au match ? J'étais au match Alors, avec mes parents. dis-nous ce que tu en as pensé. Une première mi-temps, je ne sais pas si on peut appeler ça une première mi-temps, quoi. C'était catastrophique. Aucun jeu, aucune envie. Bon, le Havre est bien rentré dans le match. Oui. Voilà, ils ont joué avec leurs atouts. Ils ont joué avec leurs atouts. Ils ont mis tout de suite en difficulté, notamment le 27, je ne me rappelle plus son nom. Ça me reviendra. Ça nous reviendra peut-être. Il a mis tout de suite en difficulté Gibaud et la défense sochalienne. Et vraiment, les Sochaliens n'avaient pas d'envie. Sochaux n'était pas une équipe qui voulait monter en Ligue 1 sur cette première mi-temps en tout cas. Exactement, comme le dernier match face à l'AC à Ajaccio, où il n'y avait pas non plus, même si je respecte pour cette équipe corse, il n'y avait pas grand-chose en face. Mais là, contre le Havre, c'était déjà... le niveau était déjà monté un petit peu, mais ils ont surtout pressé très haut. Donc forcément, quand tu presses haut, tu récupères plus vite les ballons. Et c'était surtout dangereux plus vite. Donc oui, on a vu de toute façon, maintenant j'ai un peu l'habitude de voir Sochaux. Je sais qu'au bout de 5 minutes, je sais comment va être la première mi-temps. Donc au bout de 5 minutes, on avait compris que ça allait être très compliqué. Mais bon, on a quand même tenu jusqu'à la 42e avant ce but. Et après, en seconde période, ça a été très compliqué. Justement, on va écouter le résumé de cette rencontre. Le petit résumé. Sochaux 9e accueille à Bonal le Havre 10e. 2 points séparent ces formations qui ont connu des irrégularités chroniques dans leur exercice respectif. Les Lyonceaux ont connu un début d'année 2017 compliqué avec 1 point pris en 5 rencontres. Depuis, c'est un peu mieux avec une victoire à Reims et 2 matchs nuls. Les Havrais, de leur côté, ont connu un gros trou d'air entre la mi-novembre et début février avec 10 matchs sans victoire. Les Normands ont retrouvé quelques couleurs avec 2 victoires au Stade Océane, mais restent désormais à confirmer ce regain de forme à l'extérieur. Et on était tout proche de voir les résultats avec ce débordement et cette frappe qui termine sa course dans le petit filet de Christopher Dilo. La réaction des Sochaliens avec ce centre. Et Andrea Tsima ne peut couper. La première mi-temps est globalement dominée par les hommes d'Oswald Tanchot. Et à la 42e minute, bien servi par Alexandre Bonnet, Ghislain Gimbert marque entre les jambes de Christopher Dilo. 1-0 pour le HAC, 6e réalisation pour Ghislain Gimbert, 2e but consécutif après celui marqué le week-end dernier lors de la victoire 1-0 contre Auxerre. Le meilleur buteur Mathieu Duhamel et ses 8 buts n'est pas dans le groupe. Et c'est Ghislain Gimbert, l'homme en forme, l'homme fort actuellement pour le HAC. 1-0 à la pause pour les Havrais. Score logique étant les Normands ont paru plus entreprenants face à des Sochaliens sans grande inspiration. Sochaux doit revenir au score, prendre des points puisqu'un déplacement périlleux à Lens le week-end prochain les attend. Alors ils sont un petit peu plus mordants dans ce début de deuxième période. Et Fabien Farnol est obligé de s'employer, de sortir le grand jeu sur cette frappe qui prenait la direction de sa lucarne. Farnol, une nouvelle fois décisif sur cette tête à bout portant. Le Havre recule. Les Lyonceaux se montrent davantage
entreprenant pour égaliser. Passe, les frappes de loin, les centres, les coups de pied arrêtés. Mais Le Havre qui a la meilleure défense à l'extérieur avec 11 buts encaissés simplement en 15 matchs tient son avantage pour signer une deuxième victoire consécutive, la troisième en 4 matchs pour devancer son adversaire du soir au classement. Sochaux n'a pris que 2 points sur les 9 derniers possibles et voit la Ligue 1 s'éloigner, ce qui a d'ailleurs provoqué la colère de quelques supporters venus sur le terrain pour manifester le mécontentement. Bah oui. C'est Ouais, parti. il y avait des sifflets encore dans la fin Il y du... avait des sifflets. Bah justement, on va en parler de ces fameux sifflets. Oui, bah c'est sûr que les gens sont descendus sur la pelouse pour exprimer leur mécontentement et ça, je trouve que c'est tout à fait normal. Même Albert Cartier l'a souligné, il a dit que c'était tout à fait normal. Il faut aussi montrer aux joueurs qu'on n'est pas satisfait de leurs prestations, pas du tout. Quand on veut jouer quelque chose et que sur le terrain on ne montre rien, forcément. La Ligue 1 maintenant, c'est terminé. Faut pas rêver, on peut pas. Voilà, maintenant, même si on y a cru jusqu'à maintenant, après tant que mathématiquement c'était jouable, on a le droit d'y croire heureusement parce qu'il faut aussi croire dans le sport. Sinon, on n'a plus de rêve, on n'a plus rien. Donc, mais bon, je pense que les joueurs n'y croient pas suffisamment. Donc, je pense que les supporters. Voilà, on y croit un peu plus, mais maintenant oui, c'est terminé. On peut pas monter avec une équipe comme l'a souligné Johan Ramaret, une équipe moyenne de Ligue 2 avec des joueurs moyens de Ligue 2. Je pense qu'il a tout résumé. Il a résumé. C'est vrai qu'on s'est peut-être vu un peu trop beau avant la trêve hivernale. C'est vrai qu'on avait fait une belle série. Là, tout le monde y croyait. Tout le monde était poussé vers l'objectif. On voyait un autre visage de Sochaux. Et depuis, c'est vrai, ce match contre Monaco. Il n'y a plus rien qui va, alors je ne sais pas, c'est ce que les joueurs sont... Oui, c'est ça, est-ce que les joueurs se sont vus trop beaux, est-ce qu'ils ont pris un coup sur la tête, mais bon, il n'empêche que l'objectif de Sochaux, même s'il n'avait pas été annoncé en début de saison, parce que maintenant il ne l'annonce plus, ce qui s'est passé la saison dernière, mais bon, quand on est à Sochaux, forcément on a envie de remonter en Ligue 1, on a les structures pour ça, mais après il va falloir aussi que l'actionnaire peut-être fasse un effort s'il veut voir son équipe en Ligue 1, parce que moi je vois pas l'intérêt de garder un club en Ligue 2 pour une marque. Je vois pas ce que ça donne. Il n'y a pas beaucoup de visibilité en Ligue 2, donc voilà, je comprends pas trop. C'est ça, oui, que les pizzas, puis encore et encore. Donc on va écouter justement la réaction d'Albert Cartier et d'Oswald Tanchot qui lui s'est exprimé aussi sur le mécontentement des supporters à la fin. Vous allez écouter ce qu'il va dire. En première mi-temps, on était trop passif et on a subi cette première mi-temps. On a eu 15 tirs au but, seulement un cadré. Donc c'est insuffisant pour mettre en danger un adversaire, quel qu'il soit. On a eu quelques situations intéressantes. Malheureusement, on n'a pas réussi à cadrer. Voilà. Je pense qu'il y a 2 ou 3 arrêts du gardien de Havre qui les ont permis de rester dans ce match. On fait une bonne deuxième mi-temps globalement où je pense qu'eux sont vraiment dans le dur et ils sont dans le dur, ils se battent par rapport au score et à l'avantage du score, c'est ce qui les tient. Mais encore une fois, c'est insuffisant. Cette première mi-temps est insuffisante et elle nous met en difficulté dans ce match-là. Vous voulez que chaque match, je vous dise si c'est bon, on y croit ou pas, mais c'est fini quoi? Qu'est-ce qui est fini? Pour le moment, de toute façon, si vous gagnez pas les matchs, les choses se compliquent. Donc pour le moment, il faut repartir sur le prochain match, c'est tout. On va à Lens, c'est un adversaire direct, ce sera un match difficile. Si on veut avoir de l'ambition, c'est sûr qu'il faut gagner des matchs. Aujourd'hui, c'est à domicile qu'on s'est mis en difficulté dans cette saison, en ne gagnant pas ou en ne prenant pas les points qu'il faut. On n'est pas aujourd'hui en train de se dire c'est possible, c'est pas possible. On est en train de se dire pour le moment, il nous faut faire 2 mi-temps, il nous faut être plus constant, il nous faut être régulier, on est capable de faire des choses intéressantes à l'extérieur, on le montre, on est capable défensivement de faire des choses intéressantes, offensivement, il faut qu'on propose plus pour pouvoir avoir plus de possibilités. Voilà. Comme défensivement on doit travailler collectivement, offensivement on doit travailler collectivement. Ce n'est pas la faute de 1, 2 ou 3 joueurs, c'est une responsabilité collective le jeu offensif d'une équipe. Ce qui est sûr, c'est que si les supporters ne sont pas contents du match, on ne va pas parler de la situation, mais du match, voilà, et les supporters font savoir leur mécontentement. Ça me paraît logique. Les supporters veulent voir leur équipe gagner, veulent voir leur équipe plus performante que ce qu'on a montré ce soir. C'est toujours intéressant de jouer des équipes qui sont à portée de points. Ça donne des matchs avec un piment particulier parce qu'on sait que quel que soit le résultat des autres, on a la possibilité de devancer une équipe au classement. C'était intéressant d'aborder ce match-là dans la dynamique dans laquelle on est actuellement parce qu'on sait qu'il fallait livrer un gros match pour venir prendre des points ici et on a je pense eu un match à 2 visages avec une première mi-temps où on a été très
très intéressant dans le jeu. Et une deuxième mi-temps, on a affiché d'autres vertus, d'autres valeurs qui nous ont permis de préserver la victoire. On a marqué au bon moment sur une belle action collective. Et puis en deuxième mi-temps, on a sans doute un peu plus subi le jeu direct des Sochaliens, mais on a fait front et notre gardien a fait ce qu'il fallait aussi quand les occasions se sont présentées pour Sochaux. Ouais, on était plutôt dans la gestion en deuxième mi-temps parce qu'on a eu la sortie de Ghislain Gimbert à la pause sur blessure qui nous a obligés à changer nos plans. Non, c'est dur de dire que Sochaux est passé à côté de sa première mi-temps. On a aussi fait, je pense, ce qu'il faut pour les contrarier. Et la mise en place qu'on a eue sur le terrain, elle les a gênés en tout cas à ce moment-là du match, parce qu'en deuxième mi-temps, ils nous ont quand même mis sur le reculoir. On a quand même plutôt subi en étant, comme vous le dites, calme et serein, mais on a quand même subi. Donc je vais pas dire que Sochaux n'a pas fait le match qui s'attendait. Maintenant, moi, je regarde mon équipe, j'évalue pas les autres, mais je sais qu'il y a des vertus dans ce club et dans cette équipe et un coach qui va trouver les mots pour relancer son équipe. Voilà. Je suis toujours malheureux de voir que des joueurs se font prendre à partie. Je pense pas que le problème ce soir de Sochaux, c'est de mouiller le maillot ou de pas le mouiller. Les joueurs ont mouillé le maillot, ils sont déçus. Et voilà, après que le public manifeste son mécontentement, mais il y a des limites, je pense, à ne pas dépasser. Et faut comprendre que les joueurs, ils étaient tous marqués, ils ont poussé pour revenir. Voilà, sans 2 arrêts de Fabien Farnol, ils reviennent et on dit pas la même chose, quoi. Donc encourager son équipe, savoir à la fin faire savoir qu'on n'est pas content. Maintenant, j'ai pas envie d'évaluer ce qui s'est passé, mais rentrer sur le terrain et tenir ces propos-là, c'est toujours un peu dommage. Ah oui, je trouve ça dommageable, mais bon, après, il faut exprimer aussi son mécontentement quand les supporters ne sont pas contents. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Allez, on va écouter justement Ronan Courceau qui nous a préparé un petit quelque chose. On va encore bien rigoler, un petit billet d'humeur, on va encore bien rigoler. Alors, Ronan, que s'est-il passé ce week-end pour nos Sochaliens ? Eh bien, après une traversée compliquée en ce début d'année 2017 et une seule victoire obtenue à Reims avec la bouée de sauvetage d'Ilo pour rester à flot, les Sochaliens devaient se trouver un bon port du Havre pour espérer continuer à y croire et larguer les amarres pour monter sur l'île 1. Mais il n'en est rien, Sochaux s'est pris à nouveau raz-de-marée, rien à voir avec Johan, et le Havre en a profité pour couler un peu plus Sochaux dans les profondeurs du classement. Le podium s'éloigne, c'est pas de peau, enfin c'est paquebot si on a le pied marin. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je ? C'est une péninsule, l'écart qui se creuse avec nos poursuivants. Mais quel est le problème ? Alors je ne veux pas faire de vagues, je ne veux pas accuser ni dénoncer, ni jeter quelqu'un par-dessus bord, mais pour moi le match contre le Havre, c'était la goutte d'eau. Il ne faut plus se voiler la face, ni même se voilier la face si on fait le Vendée Globe. Avec des matchs comme ça, on ne mérite pas d'être prétendant à la montée, mais plutôt de couler, et ça fait cric. Je fais un constat amer, mais même Ramaré a dit qu'on méritait notre place et qu'on était une équipe moyenne de Ligue 2. Avec une première mi-temps comme celle contre le Havre, il n'a pas tort, et le tort tue, Marine. Ce n'est même pas la qualité de l'équipage à remettre en question, c'est juste l'envie, la motivation. Mais ce n'est pas la tasse de thé, même la tasse de volonté des Sochaliens. Tous ces principes ne sont plus ancrés dans les esprits et on va ramarrer jusqu'au bout et ce n'est pas gai. L'objectif est presque devenu le maintien à bord, car on est en train, enfin en bateau, de faire un échec Emma. Pas mal. Alors après le match, on a beaucoup parlé de la descente sur le terrain de la tribune nord. La réaction du supporter est-elle légitime ? Ah bah trop c'est trop. Sochaux, après son énième piètre match, ne devait pas rester en havre de paix. Il fallait faire bouger les choses et qu'il y ait une réaction à ce naufrage. La marée humaine de supporters venus montrer océan pacifiquement son mécontentement était totalement méritée. Marre de se faire prendre pour des bleus, même des grands bleus comme Luc Besson, par une direction apathique et qui se veut rester toujours positif, on dirait le commandant du Titanic. On ne veut plus cette proue de la fortune. Notre défense devient aussi crédible que celle de Fillon et nos joueurs sont payés pour ne rien faire. On dirait des emplois fictifs. Alors, comme on chantait en chœur de pirates les supporters, mouillez le maillot, il ne faut pas attendre qu'il pleuve pour le faire. Alors Sochaux est donc retombé dans les rangs. Eh oui, l'équipage jaune et bleu emmené par le capitaine Cartier est redevenu une équipe lambda. On était 9e avec 38 points, à 5 points des 2, 3e Lens, Reims, etc. On se retrouve aujourd'hui alors qu'il ne reste que 10 matchs, 10e avec 8 points de retard. On s'est vu trop beau en début de saison quand on enchaînait les matchs sans défaite, où on était la meilleure défense du championnat et le podium était à l'horizon. Mais voilà, avec un marin-pêcheur Cartier sans ambition, qui manque peut-être de caractère pour motiver ses troupes, le FCSM échoue et stagne, reste dans le creux de la vague et s'enfonce petit à petit dans les profondeurs à 20 000 lieues sous la mer. Eh ben bravo, c'est encore du grand. L'humeur de Ronan, c'est tous les jeudis dans Club Sport. Bah oui, du grand Ronan, j'ai dit Renault. Non, Renault, c'est samedi 11 mars, sur du côté de Micropolis. Ouais. Oui, je crois que c'est... non, c'est à Micropolis.
Je vais peut-être y aller, on va voir. Mais oui, non, du grand Renan ce soir. Voilà, ça nous manquait tes chroniques. Ça nous manquait. Donc, si Monsieur Dahan nous écoute, voilà, vous avez quelqu'un de très professionnel. Donc, je laisserai mes coordonnées, mon CV à l'entrée. Exactement. Il faut que je la réécoute parce que je suis sûr qu'il y a des jeux de mots que j'ai pas du tout saisir. Tu la réécouteras, je vais la découper, je la remettrai sur YouTube comme je fais souvent. Et puis vous aurez, parce que il y a du talent. Il y a de la densité. Il y a du talent, ça se voit dans les mots, donc il y a du talent, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose à ajouter d'autre. Allez, on va passer cette fois-ci, on va appeler Johan Randet, le nouvel entraîneur du Racing Besançon, qui s'est imposé dans le match de la peur, on peut dire, ce week-end face à l'AS Ornans qu'on aime bien également ici. Mais bon, dans un match, il faut des vainqueurs aussi de temps en temps. Et là, le Racing Besançon a été vainqueur du côté d'Ornans. Et ça fait du bien aux Bisontins qui étaient dans les dernières positions au classement et qui remontent en tout cas. Donc c'est une belle chose. On va justement en parler avec Johan Randet qui va être avec nous dans quelques minutes. Est-ce que tu as suivi un peu justement Renan le Racing Besançon, les équipes franc-comtoises? Bien sûr, la CFA2 et la DH ça m'intéresse plus particulièrement, surtout en CFA2. Donc il y a Pontarlier qui est solide leader, faut qu'il s'accroche. Et les deux Besançon qui sont en difficulté, mais le Racing Besançon, la victoire, le déclic de changement d'entraîneur a peut-être fait du bien. Donc on va voir ce que va dire le nouvel entraîneur. Et oui, on va en parler avec lui, justement, à l'instant. Bonsoir Johan Randet. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va et vous? Écoutez, parfaitement bien, sous la pluie comme tout le monde, mais ça va bien. Alors on va revenir sur l'actualité du Racing Besançon, car le club a décidé de se séparer de Michael Zabé, c'était ce mercredi, et vous a confié la direction de l'équipe première. Comment vous avez trouvé le groupe bisontin? Un petit peu malade, parce que c'est vrai que quand les victoires se font rares, le doute s'installe un peu. Oui. Après, je pense que c'est pas ce que j'ai dit aux joueurs, je pense que c'est pas un problème tactique, c'est pas un problème physique, c'est pas un problème technique, c'est un problème mental. Donc ma première mission, c'est déjà de me pencher sur ce point et puis de continuer à travailler le reste, c'est le travail qui a été fait par Michael Zabé avant, quoi. C'est la première chose que vous avez mis en place justement à votre arrivée? Laver les têtes, comme on dit? J'ai déjà voulu, avant de me lancer dans les entraînements, j'ai déjà voulu rencontrer les joueurs tous un par un en entretien individuel pour voir quel était leur ressenti et puis où est-ce que je pouvais améliorer certaines choses et puis redonner confiance à certains. Donc ça me paraissait déjà important de faire déjà un diagnostic au niveau surtout mental avant de commencer les entraînements, quoi. Vous avez trouvé des joueurs justement réceptifs à l'écoute. Réceptifs. Quand il y a un changement d'entraîneur, ils le sont tous parce que c'est un petit peu le moyen de redistribuer les cartes. C'est vrai que ceux qui jouaient le plus régulièrement sont un petit peu obligés de se remettre en question parce que le nouveau coach peut faire des choix différents. Et puis ceux qui jouaient un peu moins se disent qu'il faut qu'ils redoublent d'efforts parce que ça va peut-être être leur chance. Donc voilà, ça, c'est l'intérêt principal d'un changement d'entraîneur. Après, on sait que ça marche sur le premier et le deuxième match. Le plus dur, c'est après de garder la dynamique, quoi. Alors justement, on va revenir sur, vous venez de remporter un match très important face à l'AS Ornans de Yannick Renou ce samedi où vous êtes imposé 2-1. Quel est votre regard sur cette rencontre? J'étais surtout content pour les joueurs. Je ne me faisais pas trop de soucis quant à l'attitude qu'ils auraient. Après, le résultat, c'est toujours un petit peu aléatoire. On a eu la chance que ça tourne de notre côté. Ça aurait pu tourner dans l'autre sens, ou même un match nul sur les derniers instants où Ornans a eu pas mal de corners, de coups de pied arrêtés un petit peu dangereux. En tout cas, les joueurs ont fait ce qu'il faut pour avoir cette victoire. J'étais surtout content pour eux qu'ils soient récompensés de leur investissement et puis du respect des repères un peu tactiques qu'on avait mis en place le matin. Donc j'étais content pour eux surtout parce que avoir leur visage et puis leurs émotions à la fin dans le vestiaire, on sentait que la victoire leur manquait. Oui, ça c'est sûr. Ronan, tu avais une question pour oui, est-ce que vous avez eu peur? Vous avez concédé l'ouverture du score assez rapidement.
Est-ce que vous avez douté? Est-ce que vous avez vu vos joueurs douter? Je pense que le tournant du match, c'est l'égalisation rapide de Joris Adjakli. Et je pense que justement, le doute n'a pas eu le temps de s'installer parce que 5 minutes après, on égalisait. Et finalement, le rapport un peu psychologique s'inversait grâce à cette égalisation. Je pense que c'est le tournant de la rencontre, quoi. On a justement pas douté grâce à cette égalisation rapide. Oui, puis c'est vrai que c'est aussi important dans une équipe qui joue le maintien comme le Racing Besançon. Ça dénote aussi un état d'esprit. L'équipe a quand même réussi à renverser la rencontre. Ouais, c'est vrai que le scénario est super de ce point-là parce que ça va leur donner beaucoup de confiance, leur montrer que même en étant mené, on peut inverser les tendances. Et c'est important parce que quand on sait qu'on a du mal à marquer et qu'en plus on prend un but, ça devient compliqué. Là et ils se sont prouvés eux-mêmes qu'ils étaient capables de le faire. Donc je pense que le scénario est très intéressant et très encourageant pour la suite du championnat. Alors c'est vrai qu'on sait que Besançon en début de saison avait annoncé la montée. Est-ce que justement ça peut mettre aussi trop de pression sur des jeunes joueurs? Peut-être aussi. Après, voilà, ils sont là pour apprendre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs dans l'effectif, donc peut-être que d'avoir annoncé cette montée, ça on a déstabilisé certains. Après, je suis pas sûr que ça soit la raison principale. Après, c'est un tas de facteurs qui ont fait qu'on s'est retrouvé dans cette situation. Voilà. Après, ça fait partie de leur apprentissage, donc je pense que de toute façon, ça leur servira pour la suite de leur carrière. Et vous, personnellement, est-ce qu'on coach différemment en les U17 et la CFA2? Est-ce qu'il y a une approche différente? Est-ce qu'il y a des tactiques différentes? Pas énormément, j'ai envie de vous dire. Après, voilà, j'ai essayé d'être très exigeant aussi avec mes 17 qui pourront vous le confirmer. Maintenant, bien sûr que je suis obligé de m'adapter. J'ai plus des adolescents en face de moi, j'ai des adultes. Donc voilà, je peux pas aborder les matchs de la même manière non plus. Voilà, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Après, c'est mon travail de m'adapter aussi au public que j'ai en face de moi. Alors c'est vrai que le prochain match, ça sera du côté de la région parisienne face à l'US Ivry qui est pour le moment en 5e position. Est-ce que c'est mieux justement d'aller jouer à l'extérieur et de venir ensuite après au Racing, de jouer au stade Léo Lagrange? Je pense, parce qu'il y a un petit peu moins de pression. On sait qu'il y a toujours de l'attente et c'est ce qui peut paraître extraordinaire d'être dernier au classement et puis quand même de faire déplacer 600 personnes à Ornans. Ça montre qu'il y a quand même un engouement populaire qui s'est toujours vérifié. C'est vrai qu'après, avec les résultats, les gens viennent un peu moins, mais c'est vrai que de jouer les 2 premiers matchs à l'extérieur, pour les joueurs, c'est vrai que c'est peut-être un peu moins de pression. Et puis, si on arrive encore à récolter au moins un point à Ivry, peut-être que on pourra aborder plus sereinement la réception du DFCO dans 15 jours. Oui, c'est vrai qu'on en avait déjà parlé ici aussi également, avec Raphaël Diaz, avec d'autres joueurs. C'est vrai que cette saison, il y a les équipes parisiennes qui sont arrivées justement dans ce championnat. Et moi, c'est vrai que j'ai vécu longtemps en région parisienne et c'est vrai que on s'aperçoit que c'est quand même pas pareil que j'ai l'impression, après, vous allez peut-être me donner tort, par rapport à la ligue où était le Racing Besançon avant et les équipes franc-comtoises, j'ai l'impression que c'est quand même plus fort quand on est dans le groupe de la région parisienne. Je suis convaincu. Je suis originaire de la région oui, justement, c'est pour ça que je vous pose la question. J'y ai joué pendant des années, donc je sais que le niveau, après, c'est une raison toute simple, c'est une raison démographique. Il y a tellement de joueurs, il y a tellement un vivier important en région parisienne que bien sûr, si on prend la DH parisienne et la DH de Franche-Comté, il n'y a pas photo. Donc, inévitablement, il y a des bons joueurs. Donc, je pense que c'est sûr que de se retrouver dans le groupe de la région parisienne cette année, ça a fait augmenter le niveau. Après, c'est toujours pareil. Voilà, je pense que ça servira aux joueurs cette année de s'être frottés des équipes plus rugueuses, plus physiques, peut-être plus au point tactiquement. Ça doit servir pour les années qui vont venir. En tout cas, j'en suis convaincu. Moi. Bon, après, c'est dommageable que c'est vrai que les 3 dernières équipes soient franc-comtoises. Enfin, en tout cas, on espère que la relégation ne se jouera pas entre toutes ces équipes, en tous les cas. On espère aussi, de toute façon, si on veut augmenter le niveau chacun individuellement de tous les clubs, c'est bien que tous les clubs évoluent au meilleur niveau. Donc moi, c'est aussi, je suis
suis arrivé au Racing Besançon il y a maintenant 10 ans, Oui. c'est qu'au lieu de se tirer dans les pattes les uns les autres, je pense qu'on a plutôt intérêt à s'aider pour qu'on fasse augmenter le niveau global de la Franche-Comté, et puis après on récoltera les fruits tous individuellement, chacun dans nos clubs. Donc voilà, moi en tout cas c'est ma philosophie. C'est peut-être pas d'actualité en ce moment, mais vous seriez pour une fusion plus tard avec le BFC. Quel est votre avis sur cet épineux dossier? Voilà, c'est compliqué. L'année dernière, ça s'est pas fait. Cette année, ça semble compromis aussi. Moi, je pense que à un moment donné, de toute façon, il faudra qu'on se mette autour d'une table et qu'on discute franchement tous ensemble si on veut faire quelque chose. Après, il y a tellement de choses qui se sont passées que c'est parfois compliqué d'avoir la même vision. Après, on y viendra peut-être certainement un jour ou l'autre. Après, faut laisser faire le temps. Peut-être que un jour ça se fera. Aujourd'hui, je suis incapable de vous le dire, malheureusement. D'ailleurs, ce soir, je crois que les dirigeants du Racing Besançon présentent justement un projet pour les 5 prochaines années, il me semble. En tout cas, on vous remercie beaucoup, Yoann Randet. Bon, on se reverra bien sûr sur les terrains dans pas longtemps, j'espère. J'ai pas pu venir à Ornans ce week-end, c'est bien dommage. J'aurais bien voulu suivre cette rencontre également, mais il y en aura d'autres. On se reverra au stade de la Grange. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu aussi vite à notre intervention en tous les cas. Il n'y a pas de souci. Merci, bon courage. Merci beaucoup. Bonne soirée, à bientôt. Et bien voilà, c'était Yoann Randet, le nouvel entraîneur du Racing Besançon, qui a remplacé ce mercredi Michael Isabé. Et en tout cas, on le retrouvera bientôt sur le terrain du côté du Racing Besançon. Oui, Fred, la team fait des signes. Qu'est-ce qui se passe? Dans le Racing Besançon, il y a 3 matchs très importants. Puis déjà samedi. Je crois que tous les matchs sont importants maintenant. Mais bon, tous les matchs sont importants. Les prochains matchs sont Ivry. Allez, vas-y, je sais que c'est ton club, alors je te laisse faire. Samedi prochain, merci. C'est Dijon. Puis après, le 25 mars, c'est le derby contre Pontarlier au stade Paul Robe. Je ne pourrais pas être là contre Dijon, c'est bien dommage. Je pense que nous irons voir le. C'est quand le stade Paul Robe? J'ai pas eu le temps de regarder encore toutes les dates. Mais c'est le 25 mars, donc c'est dans 3 semaines. On devrait y être. En plus, on ira voir nos amis pontisaliens, car on est toujours super bien accueillis du côté de Pontarlier. Ils peuvent monter, ça serait bien pour. Oui, ça serait mérité. Justement, on va en parler de l'actu régionale. On va en parler à l'instant. A fait match nul, notamment ce week-end. Oui, a fait match nul contre Guignon. Je vais essayer de retrouver mes fiches. À noter que Belfort aussi en national a perdu en match en retard du côté de Chambly 3-2 grâce à un triplé de Jean André. Bon, ça va pas forcément plaire à Maurice Goldman qu'on salue s'il nous écoute. Oui, justement, on parlait de la CFA2. Belfort, on va revenir quand même sur Belfort qui repasse dans la zone des relégables en étant en 16e position. Mais on est sûr que l'équipe de Maurice Goldman va s'en sortir et va remonter au classement et va se tirer d'affaire cette saison. Oui, en CFA2, il y avait déjà 2 matchs qui concernaient nos équipes franc-comtoises avec le CA Pontarlier qui est allé faire match nul, 1 but partout du côté de Guignon. On en parlait à l'instant, le Racing Besançon qui est allé s'imposer du côté d'Ornans. On espère aussi qu'Ornans va s'en sortir et que ça ne sera pas un duel entre nos équipes franc-comtoises, mais on voit qu'il y a Sénart-Moissy qui est un peu plus haut. Puis on a vu Sénart-Moissy jouer contre justement le BFC qui avait gagné 2-0, le BFC. Et c'est une équipe très costaud, Sénart-Moissy. Ça joue vraiment bien au ballon, mais c'est pour ça que je dis que ça va être vraiment très très chaud. Et on va justement regarder le classement. Au premier, Pontarlier avec 34 points. On retrouve la réserve de Sochaux, ça n'a pas bougé. 8e avec 22 points. On retrouve les 3 dernières places. 12e, le Racing Besançon qui lui remonte à la 12e place avec 15 points. Le Besançon Football Club lui est 13e avec 13 points. Et 14e, Ornans également avec 13 points. On va passer à la DH cette fois-ci. Il y avait plusieurs matchs. On était du côté de Clémenceau la semaine dernière, voir les hommes d'Alexandre Pepe. Si je retrouve tous les résultats. Moi, j'ai pu aller voir un match de DH. Oui, vas-y, Renan. Je raconte. Vas-y. Donc, je suis allé voir Levier. Donc, Levier qui rencontrait Champagnole. Et donc, Levier qui n'y arrive toujours pas. Ils ont concédé le nul, donc 2-2. Il suffit de le faire levier, non? Le levier de vitesse. Bon, elle n'est pas terrible, celle-là. Elle n'est pas terrible. Oui, je vais y aller. Et donc voilà, ils ont concédé le nul 2-2, alors que la victoire, sous une pluie battante, pluie, neige, vent horrible, leur tendait les bras. Ils ont encore gâché l'affaire.
Et voilà, ça fait plusieurs fois, donc ils sont à la limite de la zone. Et c'est dommage parce que c'est une belle équipe, une bonne équipe jeune, bien familiale et qui a de l'envie. Levier qui était avec le Clémenceau la saison dernière, il me semble bien. Oui, ils se sont tirés un peu la bourre. L'année dernière, il y a 2 semaines, Clémenceau est allé gagner à Levier. Oui, c'est vrai, 1-0 et en plus à 10 contre 11, si je me souviens bien. On va vous donner justement les résultats avec Baume-les-Dames qui a battu Jura Dolois 2-1. Jura Sud Foot et Saint-Vite 0 partout. Roche-Nouvillard a battu la réserve de l'SM Belfort 1-0. Tu le disais, Levier-Champagnol 2 buts partout. Grand-Villard, surprise, Grand-Villard qui avait déjà battu Jura Dolois la semaine dernière, le leader, et qui a battu la balle à réserve du CA Pontarlier 2-1. Grand-Villard qui semble revenir. Et Brest-Jura Foot qui bat Pont-de-Roi de Vermondans 2-0. Et le PSB qui, justement, dans le duel de la capitale comtoise, a battu les hommes d'Alexandre Pep, le Clémenceau-Besançon 2-1. Allez, au classement, on retrouve premier Saint-Vite, 49 points. Deuxième, Jura Dolois, 46. Troisième, le Besançon-Clémenceau, 44. Quatrième, Pontarlier avec 44 points également. Et en bas de classement, on retrouve 12e, Brest-Jura, 34 points. Levier, comme tu le disais, 13e avec 33 points. Et Baume-les-Dames, 14e avec 32 points. Et ben c'est fini en tout cas, en tous les cas pour ce qui concerne le ballon rond. Le ballon rond, exactement. On va passer cette fois-ci à handball et puis également à la LFH avec justement le match entre le SBF et Ici Paris. C'était le 3e Ici Paris contre le 4e. Avec Ici Paris, bien sûr, qui a un effectif pléthorique de stars, avec notamment les sœurs Oftedal. On a Vibé aussi. Je ne vais pas toutes les citer parce que c'est impressionnant. Donc un match qui a commencé pas forcément de la meilleure des manières, avec une défense byzantine moins agressive qu'à l'habitude. Et après, cette équipe d'Ici Paris s'est envolée. Mais ensuite, Besançon est revenu en fin de rencontre à -2. Elles ont eu la balle du -1 avec Sabrina Tataï qui est partie au but, mais finalement, très bel arrêt de la gardienne Solberg, il me semble, si je ne me trompe pas, qui fait un très bon arrêt. Après, on a Stine Oftedal qui met ce but. Et ensuite, il y avait rien à faire. Et je pense qu'ici, Paris était plus fort. Justement, on va écouter ensuite Alice Lévesque et Raphaël Tervel qui nous parlent de cette rencontre. On est avec Alice Lévesque après la défaite face à Ici Paris. Rien à reprocher à cette équipe byzantine qui a tout donné. C'était difficile ce soir avec moins de rotation aussi également. Oui, bien sûr, moins de rotation. On était quand même 14, donc malgré tout le monde peut jouer. C'est beaucoup trop en échec, je pense, que ce qu'on est d'habitude. Au-delà de ça, on fait une première mi-temps vraiment pas bonne en défense. Donc du coup, on se met dans le dur tout de suite. Et malheureusement, c'était pas forcément que l'attaque qui pêchait, mais notre défense, qui d'habitude est notre base solide, n'a pas marché comme on l'aurait voulu, quoi. C'est vrai qu'en fin de match, on aurait pu revenir à -1, -2, mais après c'est compliqué. Il y a aussi la fatigue qui rentre en jeu sur les tirs un peu moins lucides. Oui, il y a la fatigue, mais il n'y a aucun moment où on a réussi à enflammer le match, à relever la tête pour ressortir un peu la tête de l'eau. Il y a eu 2 petites actions, mais bon, à chaque fois on reprenait but derrière et du coup on se laissait un peu trop abattre, donc c'est vraiment dommage. Mais voilà. Oui, c'est bon aussi pour la suite parce qu'on voit qu'il y a vraiment un groupe et une équipe solide. Et puis il faut rappeler aussi qu'il y a 2 saisons, le SBF était aussi en D2, c'est ça qui est important. Oui, c'est sûr, on peut se trouver toutes les excuses du monde, voilà, mais aujourd'hui la déception est très très forte parce que malgré tout Ici Paris était un objectif à la maison et on a l'impression que le destin nous met un peu des bâtons dans les roues, mais ça va nous rendre encore plus fortes et j'espère que là, les vacances de la semaine prochaine, on a 4 jours de repos, vont nous faire du bien aux jambes et à la tête et pour revenir encore plus fortes. Bon, on est avec Raphaël Tervel, coach de cette équipe de l'ESBF. Un match compliqué, une défaite, beaucoup de déception ce soir Non, pas beaucoup de déception parce que on a eu le match qu'on attendait. J'ai eu la réaction aussi des filles qu'on attendait, c'est-à-dire qu'on s'est battu jusqu'à la fin, jusqu'au bout. On craque dans les 2 dernières minutes, mais on y a cru vraiment jusqu'au bout. Les filles ont fait l'effort. Elles ont vraiment fait une grosse deuxième mi-temps, surtout défensive. C'était un peu le point négatif de la première mi-temps où il y avait beaucoup trop de trous. On n'était pas en entraide et pas assez fort dans les duels défensifs, tout simplement. On a perdu quasiment tous les duels défensifs. Donc je crois qu'on a vraiment changé la donne en deuxième. On y a cru, on a emballé le match, on est revenu. Et c'était, c'est le plus important, c'est ce que je retiens en tout cas ce soir, puisque quand même la marche était forcément compliquée face à une équipe d'Ici Paris qui joue avec d'autres moyens, mais la moitié des filles sont des étrangères internationales, donc forcément il nous a manqué un peu d'expérience à la fin. Mais vraiment, je retiendrai l'état d'esprit et le combat qu'on a mené pendant 1 heure.
Oui, c'est ça, c'est l'état d'esprit parce qu'en fin de match, avec le public qui a poussé aussi également, ça s'est joué. C'est sûr que c'était plus costaud en face, mais c'est vrai que c'est une belle réaction de cette équipe byzantine. Oui, après voilà, on est tombé sur plus fort que nous. Ce soir, il n'y a pas photo. On a tout essayé. Maintenant, je pense qu'il faut. Bon, la petite coupure là va faire du bien à tout le monde dans les têtes. Nous, ça va nous permettre de nous réorganiser un peu aussi, puisque voilà, faut pallier aux deux absences. Donc on va retravailler de nouvelles choses et puis on repartira de l'avant sur la fin de saison. Justement, un petit mot sur Amanda Kolczynski et puis Anna Manot. Voilà, les blessures, on sait que c'est des blessures au genou. C'est que leur saison est déjà terminée. Comment elles vont? Elles vont bien, elles attendent leur date d'opération. On espère que ça sera le plus vite possible, pour les récupérer le plus vite possible l'année prochaine. Après, voilà, ça fait partie du métier, ça fait partie des risques. Malheureusement, dans une carrière de haut niveau, je connais très peu de handballeuses qui n'ont pas eu un coup d'arrêt, à part Isabelle Wendling, je crois, qui est une force de la nature, qui n'a jamais rien eu, mais je pense que ça doit être l'exception qui confirme la règle. Donc voilà, on va les accompagner. Elles sont en tout cas à fond derrière nous et puis on ira chercher une fin de saison comme il faut pour elle aussi. Ah, je crois que c'est fini là. Ouais, ça cause et on n'entend pas la fin du sujet. Eh bien oui, c'était Alice Lévesque et Raphaël Tervel justement qui nous parlaient de ce match face à ici Paris. On va regarder parce que le SBF est toujours 4e au classement. Bien sûr, on m'a mélangé mes fiches, n'est-ce pas, Monsieur Fred Fisch là, qui est parti. Et il n'a pas pris la tablette ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Il est malade? Non, le SBF est 4e au classement, juste derrière Metz et ici Paris également. C'est un beau classement quand même, oui. C'est une belle équipe. Oui. Et oui. C'est compliqué après de se frotter aux meilleurs Metz ici et Brest. Et avec 2 joueuses en moins aussi également, même si on parlait de rotation avec Alice Lévesque, c'est quand même 2 rotations majeures en moins avec Anna Manot et puis Amanda Kolczynski qui était au Palais des Sports en béquille, qui se sont blessés lors du match contre Metz et on leur souhaite un très bon rétablissement. On espère les retrouver la saison prochaine. Et puis oui, cette équipe de l'USBF, comme tu le disais Ronan, une belle équipe cette saison avec des joueuses pour la plupart formées ici, ce qui est quand même assez... voilà, pas formées à ici. Oui, pas formées à ici, formées ici. ici à Besançon, chez nous. Donc c'est quand même très important, avec aussi 2 coachs comme Raphaël Tervel et Sandrine Mario Delers qui les entourent bien. Un bon club de l'ESBF qu'on aime bien et on espère qu'elles se qualifieront pour les playoffs. Et puis après, il faut gravir les échelons petit à petit. Voilà. Et d'ailleurs, en équipe de France, ça paye déjà parce qu'il y a Amanda Kolczynski qui est en A, donc ça c'est très bien pour la formation byzantine. Mais il y a aussi Gabriel, il y a Alizé Frécon qui sont... Alice Lévesque qui a refusé, mais voilà. Oui, qui a refusé, c'est vrai. 2 jeunes byzantines qui sont en équipe de France déjà. Voilà, l'équipe de France A' qu'a relancé justement Olivier Crumble. Cette équipe de France A' avait disparu, mais en tout cas, elle est revenue. Et c'est vrai que nos Byzantines en font partie. Allez, on passe cette fois-ci au GBDH avec la Pro League, avec un match très important. C'était ce vendredi du côté du Palais des Sports, avec le GBDH qui a battu Caen 29-21. C'est une précieuse victoire, d'autant que Valence s'est incliné face à Chartres 34-20, car Besançon est en concurrence avec Valence pour rester justement dans cette Pro League. Et puis, c'est fait. Besançon est 12e au classement avec 11 points et 13e Valence avec 7 points. Une bonne nouvelle, n'est-ce pas, Ronan? Très bonne nouvelle. Depuis la confirmation de l'arrivée d'Alain Porte pour la saison prochaine, Besançon carbure. Donc, ils ont battu Chartres et là, ils viennent de battre Caen. Donc ça a l'air ça les aide aussi. Ils disent un nouvel entraîneur, on va faire. Oui, par le micro en face, là, parce que. Non, non, pas du ça endort là. Oui, justement, on va parler justement de l'ex-sélectionneur de l'équipe de France féminine, Alain Porte, qui a signé un contrat de 3 ans avec Besançon. Donc c'est quand même une excellente nouvelle pour le club byzantin. Alors Alain Porte, il a 55 ans. Alors il n'avait plus entraîné d'équipe depuis son éviction de l'encadrement des Bleus en janvier 2016, à la suite d'un championnat du monde décevant où la France avait terminé en 7e place. Donc au Danemark, il y avait même eu un conflit avec des joueuses qui avaient justement éclaté lors de ce championnat du monde. Alors il a ensuite été reconduit dans ses fonctions. La Fédération française de handball l'avait finalement écarté, estimant que la confiance était rompue avec les joueuses. Et justement, ils avaient rappelé Olivier Crumbles qui, depuis, a guidé les Bleus vers la première médaille olympique en argent à Rio en août
et vers une nouvelle médaille de bronze lors de l'Euro 2016 en Suède en décembre, où Amanda Kolczynski faisait partie justement de cette équipe de France. Elle a réalisé un très bel Euro d'ailleurs. On l'avait interviewé justement lors de cet Euro. Et en 3 campagnes avec les tricolores en Mondial 2013, l'Euro 2014, le Mondial 2015, Alain Porte n'avait quant à lui pas réussi à les hisser sur un podium. L'ancien ailier gauche de l'équipe de France, il faut quand même rappeler qu'Alain Porte a 216 sélections entre 1983 et 1992, médaillé de bronze olympique à Barcelone en 92, et il avait précédemment coaché la sélection masculine tunisienne avec laquelle il avait conquis le championnat d'Afrique des Nations à 2 reprises en 2010-2012. C'est plutôt un gros poisson qu'a pêché Besançon. Exactement. 2010 et 2012. 2010 et 2012. Oui, parce que si tu dis 2010-2012, ça fait combien de saisons? Oui, 2010 et 2012. Voilà, j'ai oublié. C'est un coach vraiment qui a du galon. C'est pour Besançon, pour le GBDH, c'est vraiment un gros coup médiatique. Et peut-être aussi dans l'expérience. Bon, voilà, même si son aventure en équipe de France est terminée, c'est toujours bon pour Besançon. Il a dit qu'il venait même si Besançon était rétrogradé, ce qu'on ne leur souhaite pas, bien entendu. Oui, bien sûr. Puis en plus, 92, c'était la fameuse équipe des Barjots qui arrivait donc troisième au jeu de Barcelone. Oui, c'est ça. Puis en plus, il s'engage pour 3 saisons, et non pas pour une saison avec une option. Il s'engage sur du long terme également. C'est ça qui est assez important. Allez, on passe au basket avec le Bezac qui est allé s'incliner face à Afstadt 87 à 65. Le Bezac est actuellement 7e avec 27 points. Allez, un petit mot de rugby pour terminer cette émission. C'était la 15e journée. Le choc entre l'OB, l'Olympique Bisontin et Pontarlier. Pontarlier qui s'impose à Besançon 24-12. Grandol Rugby s'est incliné à Nuit-Saint-Georges 19-9. Et Lons-le-Saunier s'est imposé chez lui, c'est mieux, face à Agno 15-7. Allez, on passe au classement. Nuit-Saint-Georges est premier avec 57 points. Deuxième, Pontarlier, 53 points. Troisième, Besançon, 48. La bataille s'annonce rude. Oui, la bataille s'annonce rude, c'est vrai, tout à fait. Cinquième, Lons-le-Saunier, 33 points. Et septième, Grandol avec 30 points. Eh bien, on a terminé cette émission. On va se quitter. On va dire au revoir à Thomas, à Fred. Non, pas lundi prochain, je ne serai pas là dans 15 jours. Il va en vacances. Bonnes vacances, Fred. Dans 15 jours après le match contre Nîmes. Donc. On va dire au revoir à Ronan, puis Ronan, on va te dire surtout que tu reviens quand tu veux. Ouais, merci pour cette chronique, super. Si la semaine prochaine tu n'as rien à faire, tu as envie de venir, écoute, tu es le bienvenu. J'y penserai. À chaque fois dans cette émission, il n'y a pas de souci. La porte est ouverte, on ne ferme pas à clé, on laisse tout ouvert, nous. Comme l'entraîneur du GBDH. Comment ? Non, rien. Oui, exact. La porte, oui. Alors, mais, je commence à fatiguer, j'ai les neurones qui partent là. Donc, bien joué. Toujours le jeu de mots pour finir. Bon, on va se quitter, là-dessus. On va peut-être prendre la porte d'ailleurs après cette émission. Je ne sais pas si M. Dahan écoute. Il va peut-être prendre la porte. En tout cas, je vous conseille vivement d'embaucher quelqu'un. Il y a Ronan. Il est libre en ce moment. Donc, n'hésitez pas, M. Dahan. Allez, bonsoir à tous. Bonne semaine. Allez, Sochaux.